Radio Rex. It's Restez cordiaux messieurs, ce n'est qu'un débat. L'histoire nous montre qu'il faut être prudent à ce sujet. Maintenant, c'est absolument pas le même contexte politique. C'est Pompidou et Giscard en 73 qui nous ont mis dans la main des banques. Alors qui pour le mot de la fin ? Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour la dernière de Politiquement Incorrect, émission incorrigible de Radio Rect, avec ce soir en direct avec un horaire exceptionnel. Bonsoir Marc. Bonsoir. Bonsoir Maxime. Bonsoir. Et bonsoir Walid. Bonsoir. Qui devient un petit fidèle à cette émission. Bien sûr, toujours un plaisir. Ah, pour nous également, hein. On t'attend de pied ferme pour cette émission. Et puis on salue bien fort, bien chaleureusement Nicolas, un autre fidèle, un pilier de cette émission qui n'a pas pu se libérer malgré les horaires exceptionnels, les obligations faisant. On le salue, messieurs, saluez-le un petit peu. Salut Nico, bon courage pour tes épreuves au lycée. Voilà, il avait une réunion apparemment, donc il vous salue aussi. Et puis, il m'a demandé d'embrasser bien chaleureusement, bien amoureusement tous les auditeurs et surtout les auditrices pour Nicolas. Tu veux qu'on perde tes auditeurs, toi. Oh là là. Donc voilà, je transmets le message évidemment. On t'aime aussi Nicolas. Ce soir, beaucoup d'amour dans cette émission et beaucoup de guerre, de combat, de tension, on va le voir. C'est le nationalisme qui a été l'heureux élu du sujet, le sujet ce soir. On commencera avec toi Marc, comme de coutume un petit peu, hein, la chronique qui va ouvrir le débat. Ce soir on se dirige vers quel continent ? Le Maroc. C'est un continent, et le Maroc surtout. Ok. Là je voyais le continent africain. Voilà, puis tu le me Maroc, rassures, pardon. voilà. Je voulais dire l'Afrique, évidemment, tu t'en spécialises. Hein. On verra bien, mais bon. Bah, on le voit, hein, c'est quand même le sujet phare quand tu parles dans cette émission. Donc voilà, on voit ce soir, c'est le Maroc, donc le nord de l'Afrique. Et puis on s'étendra sur le reste du monde pour parler du phénomène nationaliste, des différents mouvements, des différentes mouvances également. Et puis le rôle de la nation aujourd'hui dans un monde globalisé. Qu'est-ce que la nation aujourd'hui ? C'est un peu la question qu'on essaiera à laquelle on essaiera de répondre ce soir. Messieurs, Question vous êtes très motivés ? On y va. C'est parti Marc, la parole t'est donnée. Bah on est parti. Alors un petit sujet bien comme il faut. J'essaye de pas être trop compliqué. S'il y a des trucs dont on ne comprend pas trop, petite précision peut-être. Évidemment, hein, on est là pour être pédagogue. Voilà. Et on le sera. Voilà, bon, on essaiera du moins. Donc là, j'ai choisi de nationalisme au Maroc parce que c'est un cas assez particulier, déjà dit, parce qu'il y a plusieurs différences dans la bande du Maghreb. Et le Maroc est particulier sur plusieurs points, puisque l'indépendance du Maroc, qui est véritablement le seul État-nation, enfin dans ce que j'ai lu du moins, parce que bon, l'Algérie est peu ou prou une création française. Je sais que ça peut déplaire à certains, mais dans l'histoire, c'est la vérité. C'est un peu ça quand même. J'en ai quand même un qui me soutient, donc je suis content. Merci. Non, Walid. c'est vrai. Voilà, donc contrairement aussi à la Tunisie, l'Algérie, voilà, est une création purement française, et le Maroc a vu au moment de l'indépendance ces anciennes élites héritées du pouvoir, ce qui est une différence, puisque avec le cas d'Algérie, on a vu que c'était plutôt plus ou moins le FLN qui s'incarna comme l'homme providentiel, alors que ce sont les anciennes élites traditionnelles qui ont repris le pouvoir en Tunisie, au Maroc, et ça n'a pas été vraiment le cas, tout simplement en Algérie. Alors les hommes providentiels, comme on les voit, c'est Mohamed V au Maroc, hein, Ali Bourguiba en Tunisie, des gros hommes providentiels à laquelle on pense, héritières d'un pouvoir précédent les premières indépendances. Alors au Maroc, il faut rappeler que c'est quand même un protectorat français, et les premières résistances furent alors qu'on ne le dit pas et qu'on pense que les Berbères n'existent pas vraiment, c'est dans les livres d'histoire, c'est ça que on ressort de ça. Et Lugan montre dans plusieurs ouvrages que finalement c'est quand même une création, une vraie histoire qui, depuis des millénaires maintenant, qui existe. Et les premières revendications justement nationalistes dans le cas du Maroc ont été berbères. Alors que les premières revendications donc, étant berbères, le Mashken, Qu'est-ce que c'est ? en fait, si vous voulez, c'est l'État marocain, les institutions religieuses avant l'indépendance, marocaine avant l'indépendance. Le Marzen. Je sais pas. Voilà, c'est les institutions régaliennes. Pardon, j'ai dit religieux. Je m'excuse. Voilà, cette mouvance-là, enfin cet ordre politique, a soutenu l'armée française afin d'amener les tribus à l'obéissance du sultan. Et la résistance armée berbère, quant à elle, fut très importante et très longue, même si les Français, c'est vrai, et les Espagnols n'ont pas eu à faire beaucoup de choses, beaucoup de confrontations avec ces gens-là, notamment dans la guerre du Rif. Vous vous souvenez de cette guerre
du Rif qui opposait les tribus rifènes aux armées espagnoles puis françaises en 1925, de 21 à 26 dans le Rif, donc la chaîne de montagnes au nord du Maroc. Je crois que Walid, ça te parle déjà. C'est ma région d'origine. Voilà, c'est notamment. pour ça que je me suis Enfin, dit, je il y a Walid, connais on va cette faire région. sur le Maroc un peu, ça va faire plaisir. Voilà, et donc continuons. Faut se rappeler quand même que la région de Marrakech constitue une exception quand même, car les opérations militaires françaises y furent limitées en raison du soutien que Lyautey, Lyautey qui est un grand militaire français, officier pendant les guerres coloniales, premier résident général du protectorat français au Maroc en 1912. Alors, pour que ça ne soit pas trop compliqué, il faut peut-être préciser qu'est-ce qu'un résident Un général. résident, alors, le résident général, pour aller très vite, c'est le résident donc, de France au Maroc, officiellement nommé par le commissaire résident général. C'est un peu compliqué, mais c'est le représentant plus ou moins officiel du gouvernement français à Rabat durant le protectorat français du Maroc, c'est-à-dire entre 1912 et 1956. L'équivalent d'un ambassadeur aujourd'hui. C'est ça, voilà. Sauf qu'il aurait un pouvoir, puisqu'il incarne Oui. véritablement le vrai pouvoir. Il y a un pouvoir officiel et un Une pouvoir sorte de officieux. préfet finalement. Si on... Oui, et qui prendrait des décisions. Par exemple, tu le disais, en Algérie, qui est une colonie, en contradiction avec le Maroc, qui est un protectorat. L'Algérie était un département français. Même plusieurs. Donc il y en avait 3, Ouais. effectivement. Il y avait des préfets, pour le coup. Et là, effectivement, ça serait une sorte de préfet caché, un peu déguisé. On C'est la verra différence peut-être entre justement l'Algérie, qui sont des départements, et vraiment voilà, les protectorats français. C'est la grande différence. Donc, juste pour. Revenons sur Lyautey. Revenons sur Lyautey, donc qui avait obtenu des grands domaines, des grands caïds régionaux berbères. Donc le Gaoui, alors je ne saurais pas le prononcer, Goundafi, je sais pas, voilà, ce sont des exemples. Et cette originalité justement politique des grands caïds consista à laisser à certains caïds du Mashken, je ne sais pas Walid si je me trompe dans la prononciation, Non, y a tu pas me de reprends, souci, c'est pas grave. précolonial, pour mener la pacification au nom du grand Mashken colonial. Sur le terrain, les derniers combattants berbères continuèrent jusqu'en 1934 à peu près, et leurs ultimes bastions étant le Tafil Alais, je vais y arriver, qui résistait jusqu'en 1932, le Haut Atlas central, mais bon, les derniers bastions berbères furent démantelés jusqu'en 1934 à peu près. Donc voilà, mais en tout cas, les Berbères ont été les premiers revendiquants nationalistes pour justement quitter cet ordre colonial du protectorat français. Un nom peut-être ajouté, c'est Abdelkrim. Oui, qui Abdelkrim, est, j'aurais pu le citer qui est- aussi. qui est dans le Rif et qui était qui a par exemple, c'est lui qui a créé les premières méthodes C'est de vrai. guérilla Mm. Et qui ça, ont c'est été un nom repris qui en Amérique du résonne. Sud. Ça, Tout à fait. c'est un grand nom, ça j'aurais pu le citer, heureusement qu'Walid est là. Voilà, on se complète dans cette émission. Voilà. Donc après les Berbères, qui furent les nationalistes? Au Maroc, le nationalisme s'est affirmé dans un deuxième temps. Il y a plusieurs temps, c'est ça qui est intéressant, avec la campagne contre le Daïr berbère, signée par le sultan le 16 mai 1930. Et paradoxalement, ce texte qui avait pour but véritablement la protection et la survie de la langue et des institutions berbères fut l'élément fondateur du nationalisme arabo-musulman, dans la mesure où ces militants, majoritairement essentiellement recrutés, je veux dire en ville, s'affirmèrent d'abord contre l'idée d'une double composante marocaine, à savoir la composante arabe et la composante berbère, qui était sous-entendue dans le Daïr berbère. Si le sultan Mohamed Ben Youssef, donc Mohamed V, considéra d'abord avec sympathie ce mouvement, il n'en prenait pas vraiment en considération, il craignit rapidement, avec la force de ce mouvement, qu'une légitimité populaire ne pourrait se dresser en parallèle de son autorité. Donc vous voyez, cette lutte contre le Daïr berbère, finalement, a mis en place cette opposition entre la double composante marocaine, arabe et berbère. C'est un deuxième mouvement du nationalisme marocain. Donc deuxième mouvement, troisième mouvement. Troisième dans mouvement, la logique. on va continuer, voilà, c'est très chronologique. Donc le nationalisme marocain prend ensuite son essor durant le second conflit mondial, en 1943, après la conférence d'Anfa. Je ne sais pas si ça résonne un peu dans vos têtes, qui s'est tenue au mois de janvier 1943 et qui fut un encouragement donné au mouvement nationaliste. Et au cours de 2 entretiens, rappelons que le président Roosevelt promit en effet l'aide américaine afin de hâter l'indépendance du Maroc. On va continuer. Au mois d'avril 1943, Ahmed Balafrej, figure du nationalisme et fondateur de la diplomatie marocaine moderne, va regrouper les divers courants nationalistes au sein de l'Istiklal. Encore un mot qui ne Voilà. résonne pas bien. En fait, C'est indépendance. tout ça. ça veut dire. Et en En fait, arabe. ça regroupe. C'est le premier parti politique marocain fondé pour l'indépendance étatique du Maroc et pour remplacer le protectorat colonial français pour une monarchie constitutionnelle. Voilà, c'est un mouvement, donc comme Walid l'a dit en traduction, qui va d'indépendance, c'est ça que tu as dit? C'est indépendance. Ça veut dire, voilà. Vraiment, la traduction d'Istiklal, c'est indépendance. Voilà, Donc c'est un mouvement indépendantiste. indépendantiste qui regroupe les mouvements nationalistes. Et
les autorités françaises étaient farouchement opposées à tout compromis et les violentes émeutes éclatèrent au mois de février 44, notamment à Fès et à Rabat. Et d'ailleurs, rappelons-nous que le général Leclerc, ce qu'on ne dit pas souvent, les réprima avec une grande vigueur. Donc c'est encore une étape du nationalisme. Vous voyez que ça évolue un petit peu, mais là on est vraiment dans une période d'indépendantisme et qui forge le nationalisme marocain, quoi. Donc voilà, plus le mouvement grimpe, plus la répression est forte, si l'on C'est comprend ça, bien. c'est ça. Faut voir les écrits qui ont été faits par le général Leclerc dans les sources historiques. Après, je vous présenterai des ouvrages avec lesquels j'ai travaillé. Il y a des exemples, farouchement, ils sont assez intéressants. Donc, et après, on prend les mêmes et on recommence. Alors, ça c'est se un petit peu durcit. différent, ça se durcit un peu plus, hein, puisque le nationalisme marocain s'affirma ensuite au lendemain du second conflit mondial, plus précisément le 10 avril 1947. Dans un discours prononcé à Tanger, le sultan Sidi Mohamed Ben Youssef fit clairement sienne les revendications de l'Istiklal. Et le 13 mai, le général Alphonse Juin fut nommé résident général en remplaçant Éric Labonne et il resta en poste jusqu'en 1951. Dès lors, la tension ne cessa encore plus de monter entre le sultan et la résidence. C'est-à-dire entre le sultan et bien évidemment, on l'a dit, cette figure du résident général de France. Comme le nationalisme marocain était incarné par le souverain, c'est contre lui, donc contre la monarchie, que porta la contre-offensive française avec l'appui de plusieurs grandes tribus berbères. Donc on les retrouve. Et de nombreux féodaux conduits par le pacha de Marrakech, Sitami El Glaoui, c'est comme ça qu'il s'appelait. L'œuvre de Lyotet était assez réduite, finalement à néant, car il avait pacifié le Maroc en faisant précisément accepter l'autorité du sultan aux tribus et à leurs chefs. Deuxième mouvance, un peu compliqué à comprendre certes, mais bon, je préciserai s'il y a des trucs qui ne sont pas précis. Voilà, donc deuxième mouvance, très importante. On va continuer, et bon, c'est presque fini, mais le 26 février 53, donc ce dernier, je répète, Lyotet, a réuni une vingtaine de caïds qui signèrent une pétition accusant le sultan de mener le Maroc, je cite, à sa perte en s'inféodant aux partis extrémistes illégaux. Il fait référence bien évidemment à l'Istiklal, c'est-à-dire notamment pour ce dernier parti, donc je viens de le citer, le mouvement initié par le Glaoui signifiait un retour à l'anarchie qui avait prévalu avant le protectorat. C'est-à-dire que précisément, voilà, ce parti prend de l'ampleur et au final, on a de plus en plus peur et il est vraiment vitupéré. De fait, le 15 août, sa dignité de chef religieux, c'est-à-dire l'imam, lui fut retirée au profit d'un de ses vieux cousins, Moula Ben Arafa. Et le 20 août, le général Guillaume, qui avait remplacé le général Juin, donc Alphonse Juin, je viens de le citer, entérina le fait accompli. Donc, Sidi Mohamed Ben Youssef fut déporté en Corse, puis à Madagascar, et le nouveau sultan, Moulay Ben Arafa, accepta le principe de co-souveraineté, qui n'était pas forcément accepté, franco-marocaine. Mais de fait, la dépossession du sultan, dont je viens de vous parler, servit d'amplificateur aux revendications nationalistes, puisque les youssefistes refusèrent de discuter avec la partie française, tant que la question dynastique n'était pas réglée, et le départ du sultan Moulay Ben Arafa était un préalable non négociable. C'est-à-dire qu'on a des entrées de pouvoir, des sorties, voilà, enfin, on ne peut pas appeler de déportation, mais des déplacements qui font que ça anime peu à peu le peuple marocain et les autorités politiques marocaines. Toutefois, à la suite de la conférence franco-marocaine d'Aix-les-Bains, la situation fut dénouée en 1955. La délégation marocaine acceptait que, sous l'autorité du Conseil du Trône, soit constitué un gouvernement marocain représentatif des différentes fractions de la population. Le départ du sultan Ben Arafa, dont je viens de vous parler, et la formation d'un gouvernement marocain furent acceptés au cours du Conseil des ministres français dès le 26 et 29 août. Au nom du gouvernement Pinet, ces propositions furent ensuite soumises à l'approbation formelle de Sidi Mohamed Ben Youssef à Madagascar, où il était en résidence surveillée, je vous ai dit qu'il avait été déplacé, par une délégation composée du général Catroux et de son directeur de cabinet, Henri Rissou. Donc c'est un peu compliqué, mais au final, c'est juste des successions d'événements historiques pour montrer que le nationalisme a peu à peu amené à l'indépendance. Et on va terminer maintenant avec cette conclusion, puisqu'au Maroc, le général Boyer de la Tour succéda à Gilbert Grandval comme résident général, donc encore une alternance. Le 1er octobre, le sultan Moulay Ben Arafa se retira à Tanger, et le 25 août, Tami El Glaoui demanda que l'on reconnaisse l'autorité de Sidi Mohamed Ben Youssef. Dès lors, les ralliements vont se généraliser chez les pachas, les caïds, les berbères, et la prière du vendredi fut à nouveau dite au nom du souverain légitime. Le sultan Ben Arafa renonça officiellement à ses droits et il invita au ralliement de tous les Marocains à la personne de Sidi Mohamed Ben Youssef. Et ce dernier arriva en France le 31 octobre et le Conseil des ministres français affirma sa volonté de, je cite dans la contre-truc, favoriser l'accession du Maroc dans le cadre de l'interdépendance avec la France au statut d'État moderne, libre et souverain. On ne parlait donc plus d'autonomie interne, mais bien d'indépendance. Le 15 février 1956 débutèrent les négociations entre Mohamed Ben Youssef et le président Coty. Et le 2 mars, la France reconnaissait l'indépendance du Maroc par la signature d'une déclaration commune mettant fin au protectorat. Donc,
un combat nationaliste qui a changé d'acteur, qui a changé de domaine, de hiérarchie, qui a finalement amené à cette indépendance-là. Donc c'est une forme de nationalisme au Maroc qui est assez compliquée, enfin qui est particulière puisqu'on est dans un protectorat, mais au final, voilà, le combat berbère a amené finalement, au fil du temps, en 30 ans, à l'accession de l'indépendance du Maroc. Alors avant que je ne demande à Maxime et Walid de réagir, j'aimerais que tu cites tes sources. On a entendu le nom de Lugan, Bernard Lugan. Pour changer. Pour changer, j'ai envie de Voilà. dire, c'est vrai. Euh, Alors quelles ont été tes sources et puis aussi pour proposer aux auditeurs d'approfondir s'ils le Alors, désirent. j'ai commencé avec ça, Histoire du Maroc, de Voilà. Lugan, je sais pas si on le voit, en tout cas c'est lui, des origines à nos jours, donc j'ai d'abord lu ça, puis je me suis plus intéressé à la période contemporaine qui est à la page 287, bon j'ai tout lu quand même, mais donc c'est une première partie, après il parlait des Berbères et je me suis dit, bah, les Berbères je connais pas trop, moi j'avais plus ou moins entendu que ça n'existait pas, et du coup j'ai lu C'est ça, passionnant. ouais, c'est vrai que c'est super intéressant. Et j'avais acheté donc encore du Lugan qui n'est pas qu'on peut pas le trouver sur enfin, la Fnac ou quoi, c'est une autre production ou comment je sais pas comment on peut dire. Donc on lâchait tout. On l'achète sur son site, l'afriqueréel.com. Bon, donc on tape Bernard Lugan Bernard sur Lugan, moteur de recherche. voilà, et vous trouvez son site directement et vous l'achetez là-dessus. Donc Histoire des Berbères, un combat identitaire plurimillénaire, et je ne résiste pas à vous citer la première citation qu'il met en avant de Charles-André Julien en 31. Le Maroc, l'Algérie et la Tunisie sont peuplés de berbères que l'on qualifie audacieusement d'arabes. Donc voilà, c'est bien pour montrer que le combat berbère a bien existé et qu'ils existent depuis des millénaires maintenant. Et c'est un combat Voilà. plurimillénaire, quoi. Et qu'il ne faut pas les amalgamer aux Arabes. Voilà, c'est pas du tout la même chose. Voilà, donc voilà, Bien deux sûr. ouvrages, Histoire des Berbères et Histoire du Maroc. On reste dans l'histoire. Et on reste dans Lugan. Voilà, et on reste dans Lugan, mais Histoire du Maroc, faut compléter avec ça parce que j'avoue que sur les Berbères, quand on connaît pas grand-chose, c'est un peu compliqué de comprendre. Donc voilà, vous avez deux trucs pendant l'été. Si vous avez envie de vous spécialiser dans le Maroc, maintenant, dans le Maroc, on en parle plus comme un pôle économique, Rabat, des trucs comme ça, et moins comme de l'histoire marocaine, et c'est quand même intéressant d'en parler. Très bien, l'histoire politique et Ouais. culturelle du pays. Voilà. Alors, messieurs, surtout Walid, je t'ai vu assez au taquet, assez à la réaction dans cette chronique. Qu'est-ce que ça Bon, je vais t'inspire? apporter quelques précisions. Bah écoute, déjà, je trouve effectivement moi-même, je m'étais intéressé à l'histoire du Maroc. Premièrement parce que déjà j'ai une certaine attache avec ce pays. Mes deux parents étant de nationalité marocaine et ils ont vécu toute leur enfance au Maroc avant d'immigrer en France. Donc naturellement, j'ai pu me renseigner, j'ai lu des bouquins et c'est vrai que la période qui m'intéresse le plus et que moi je trouve passionnante dans l'histoire du Maroc, c'est celle du XXe siècle. Donc du début à travers les débuts de la colonisation ou plutôt du protectorat. Alors après on débattra peut-être des différences entre le protectorat et le colonialisme jusqu'à effectivement l'indépendance. Et c'est peut-être ça, moi, que j'aimerais peut-être aller plus loin. Pour moi, le nationalisme marocain, ou disons l'idée de nation marocaine ou de patriotisme ou de ce genre de choses, va même plus loin que l'indépendance. C'est-à-dire que l'Istiklal est toujours un parti qui existe de nos jours. Il y a toujours des figures qui ont influencé la vie politique marocaine. On n'a pas cité des noms comme par exemple Ben Barka, dans l'importance de l'idéologie nationale. Alors là, c'est plus une idéologie nationaliste. Je n'ai pas envie de dire national-socialiste parce que ça pourrait être mal interprété, ça n'a rien à voir d'ailleurs, mais qui est plus proche, disons, des partis socialistes de l'époque. Nationalisme de gauche, finalement. C'est ça, un nationalisme de gauche, qui n'a rien à voir, encore une fois, avec d'autres choses. Germanique. Voilà, c'est ça, ça n'a strictement rien à voir. Donc le nationalisme a continué après l'indépendance. Il y a par exemple l'affirmation, pour prolonger et aller au-delà de l'indépendance du Maroc en 56, il y a l'affirmation d'un Maroc, du Grand Maroc. Alors ça, c'est une idée de l'Istiklal. Le Grand Maroc, ça serait aujourd'hui le Maroc, le territoire marocain, même si encore il y a de gros débats sur le territoire marocain, avec notamment le problème du Sahara occidental, qu'on n'a pas encore évoqué, qu'on évoquera, je pense. La Mauritanie et, disons, un bon tiers de l'Algérie, puisque comme le disait notre ami, eh ben, forcément, le Maroc, c'est une nation millénaire, c'est un royaume qui a, je crois, plus de 2200 années de succession de différentes dynasties.
Et donc, il y a une nation marocaine qui a eu une certaine grandeur à un moment donné. Bon, il y a des territoires qui ont été perdus, mais encore aujourd'hui, il y a toujours cette revendication, alors peut-être illusoire, d'un Maroc qui serait plus grand, qui serait peut-être, qui inclurait évidemment le Sahara, puisque le débat aujourd'hui, c'est le Sahara. Pour vous expliquer un peu, alors je ne sais pas si je peux prendre un peu le temps, quelques minutes pour vous expliquer. Allez, vas-y. Le problème du Sahara, qui est encore un problème qui empoisonne. C'est vrai qu'on n'en parle plus du tout dans les médias depuis les années 80, puisqu'il n'y a plus de conflits armés. Mais il faut savoir qu'il y a toujours un territoire, disons à peu près la moitié du Maroc, qui est au sud. Alors du Maroc qui est occupé, chacun a sa position là-dessus. D'ailleurs, ça trahit un peu ma position, ce que je viens de dire. Qui est aujourd'hui sous statut non autonome. Ça veut dire que concrètement, on ne sait pas quel est le statut de ce pays, de ce territoire. Est-ce qu'il appartient au Maroc? Est-ce qu'il sera annexé au Maroc? Est-ce que effectivement, ça sera un territoire indépendant comme certains indépendantistes le veulent, avec notamment le mouvement Polisario, qui est un mouvement qui réclame l'indépendance pour ce territoire. Et pour vous expliquer un peu ce territoire, qui est un désert, donc il n'y a pas énormément de choses, il n'y a pas énormément de ressources, excepté des ressources de pêche et quelques ressources minières comme le phosphate. Il y a les populations qu'on retrouve là-bas sont des populations berbères. Tu en parlais tout à l'heure, cher Marc. Les berbères, il y a plusieurs berbères au Maroc qui sont localisés. Donc il y a les berbères du nord, ceux du Rif, qui ont joué une place prépondérante dans le conflit de la guerre du Rif au début du XXe siècle. Hein, t'en parlais avec une figure comme Abdelkrim. Il y a les berbères du centre du pays, c'est-à-dire des montagnes, de régions comme le Souss, qui ont été un peu poussées par l'arrivée des Arabes lors de leur conquête. Donc c'est un schéma qui se retrouve finalement, quand on regarde dans les guerres de colonisation, qu'on retrouve tout le temps. Par exemple, aux États-Unis, quand les colons américains sont arrivés, effectivement, ils ont poussé les Indiens vers les montagnes. Donc, ils se sont appropriés les terres, là où on peut cultiver, là où on peut développer certaines choses. Et les endroits qui sont pas très intéressants finalement, ben, on pousse les populations autochtones dans ces territoires-là. Et le schéma s'est exactement reproduit, que ce soit en Australie avec les aborigènes, les berbères au Maroc, en Algérie, à l'arrivée des Arabes, puisque rappelons-le, les Arabes viennent d'Arabie au début du 9e siècle. Voilà pour ce point. Et donc, voilà, la population berbère a joué une place prépondérante dans le nationalisme marocain. Ça a été un mouvement important. Encore aujourd'hui, il y a des partis politiques comme le mouvement populaire qui ont une place prépondérante dans la vie politique marocaine. Et il y a toujours, voilà, comme je vous disais, le problème du Sahara, qui est un territoire en voie soit de décolonisation, soit d'annexation. Donc ça, c'est peut-être le débat qu'on aura plus tard. En tout cas, il est clair que c'est une histoire passionnante. C'est un conflit de décolonisation très particulier. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas eu autant de... Et je veux dire, c'est peut-être une bonne chose pour le Maroc. Il n'y a quand même pas eu les violences qu'on a connues en Algérie. Hein, puisque je crois, je n'ai pas le nombre de morts. Je ne sais pas si tu la marques sur tout l'ensemble du conflit entre la France et le Maroc. Mais c'est quand même dans des proportions qui n'ont strictement rien à voir. C'était quand même... Effectivement, il y a eu des morts, il y a eu des emprisonnements, il y a eu de la torture, y compris par exemple moi dans ma famille, dans ma propre famille. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on a connu en Algérie, où il y a eu des conflits absolument... enfin, je vous refais pas l'histoire, c'est un autre débat, l'Algérie. Mais globalement, ça s'est quand même beaucoup mieux passé au Maroc qu'en Algérie. Marc, tu voulais réagir par rapport à ça? À propos du Sahara occidental, parce que dans l'histoire du Maroc du Lugan, en fait, dans l'histoire marocaine de la longue durée, en fait, le Sahara occidental est marocain. Il est marocain parce que ce qui se passait avant que les premiers colons n'arrivent,
Ah, c'est bon, c'est parti. Avant que les premiers colons arrivent, en fait, le Maroc, avec sa bande du Sahara occidental, justement, faisait commerce plutôt, figure d'esclavagisme, voilà, avec les populations africaines du sud, pardon. Et il y avait les Africains du sud étaient inféodés au pouvoir du sultan, et je veux dire que le sultan imposait aux Africains du sud d'amener les matières premières via le Sahara, etc. Donc c'était vraiment une bande de passage qui appartenait véritablement au Maroc. Et quand les premiers colons sont arrivés en Afrique par la barrière littorale, eh bien, les colons ont fait commerce finalement avec ces royaumes du sud africain. Et du coup, les matières premières qui étaient exportées directement au Maroc n'ont plus été faites. Donc du coup, on se souvient de cette histoire où les troupes du Maroc sont peu à peu descendues vers le sud pour justement créer un conflit parce qu'ils disaient on reçoit plus rien. Donc du coup là, ils vont se faire totalement exposés par les Portugais, etc. Mais vraiment dans l'histoire, le Sahara occidental est marocain. C'est Après, indéniable. c'est une position que tu as. Moi, j'ai la même, hein, mais il y a beaucoup de gens qui ont des populations, des avis différents sur cette population, sur ce territoire. On l'a cité, le Polisario. Le mouvement Polisario, actuellement, son siège est situé en Algérie, et c'est un point clé. Il est situé à Tindouf, qui a collé finalement, si vous voulez, je ne sais pas si vous avez l'idée un peu de la géographie locale, mais qui a collé au Maroc. C'est une dizaine de kilomètres de la frontière marocaine. Et donc, il y a eu des conflits armés. Ce qu'il faut bien comprendre, et peut-être la précision peut-être qui manquait dans ce que tu nous disais, Marc, c'est que le Maroc, contrairement à bien des pays, et je crois que c'est un cas quasiment unique, enfin, il y a eu d'autres cas, par exemple l'Inde, c'est un pays qui a été colonisé territorialement et en grandeur par plusieurs pays, par le Maroc, par la France, pardon, et par l'Espagne. Donc toute la zone du sud du Sahara qui est actuellement contestée, était sous domination espagnole. Le nord, la région du Rif, également sous domination espagnole. Et le centre appartenait à la France. Donc voilà, il faut s'imaginer le pays, une grande partie, la moitié du pays au sud espagnol, c'est le Rio de Oro. Le nord, qui est le Rif, qui appartient à l'Espagne, et tout le reste du Maroc, qui était sous protectorat français. Donc ça a été, c'est un élément clé dans la décolonisation du Maroc, ce qui fait que voilà, pour obtenir l'indépendance totale du pays, il a fallu passer accord par accord. D'abord un accord avec les Espagnols pour que le Rif soit rétrocédé à la France. Quelque part, puisque l'Espagne a perdu quand même beaucoup d'influence avec la guerre du Rif, puisque les armées espagnoles ont été matées finalement, et c'est le premier cas, je crois, dans l'histoire où une armée régulière, l'armée espagnole, va être battue par une armée de guérilla. Et ça, c'est la première chose, c'est la première fois que c'est arrivé dans l'histoire. C'est pas Anoual, ça? Il y a effectivement, c'est ça, Abdelkrim, tout à fait, qui a inventé les méthodes de guérilla qui ont été reprises, je vous le disais tout à l'heure, par l'Amérique du Sud avec Che Guevara, etc. Toutes ces méthodes-là ont été reprises sur comment faire une embuscade, ça aussi c'est passionnant. Il y a les territoires du Sud à travers un deuxième accord qui est l'accord de Madrid. Alors, j'ai plus la date précise, c'est dans les années 60, pour obtenir le Sahara occidental. Donc, il doit rétrocéder l'administration du territoire qui est contesté aujourd'hui au Maroc. Et donc, le Maroc dit, vous voyez, on a la preuve historique, finalement, on a le papier qui est signé que ce territoire nous appartient. Sauf qu'évidemment, les détracteurs et les opposants à cette idée disent, ce qui est un argument qui peut être tout à fait recevable, que cet accord est illégal au regard du droit international. Ça veut dire qu'effectivement, il a été signé déjà par un dictateur, qui était le général Franco. Donc, on peut se poser des questions sur la légitimité. Et à aucun moment, finalement, on a donné la possibilité à ces populations de s'exprimer sur leur sort. Est-ce qu'elles voulaient de s'autodéterminer. Et encore aujourd'hui, il y a la MINURSO, qui est une mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum, et qui est là depuis 30 ans. C'est en 30 ans, il n'y a toujours pas eu de possibilité d'organiser un référendum
sur ce territoire. Alors pour finir ce tour de table, je vais quand même donner la parole à Maxime, parce qu'il y a eu un échange entre Marc. Non, mais ils ont beaucoup plus de choses Et à dire Walid que moi qui là-dessus. t'ont J'ai sauté, finalement. j'ai pas le même niveau de connaissance, même si moi aussi j'ai des origines d'ailleurs maghrébines, parce que ma mère est née en Tunisie, mais bon, je suis moins. Ça se voit beaucoup moins que Oui, Walid. mais c'est peut-être parce que de l'autre côté, c'est très franco-français, donc bon. Voilà. Mais en tout cas, non, voilà, j'ai beaucoup moins de connaissances là-dessus, donc c'est normal qu'ils parlent un peu plus que moi. Même si, bon, j'ai quand même quelques figures, je connais un peu le Abdelkrim, la bataille d'Anoual, justement, où ils ont Tout à mis fait. une branlée sévère aux Espagnols. Il y a toujours un ressentiment par ailleurs, enfin encore aujourd'hui, des Espagnols. Ouais, mais je trouve ça me fait penser un peu en France à la bataille de Bouvines, même si c'était dans un autre registre, c'est le côté la Ouais. bataille perdue d'avance, machin, puis justement, et j'aime bien aborder la question du nationalisme sous cet angle, parce que justement, on sort un peu des catégories, voilà, de la référence systématique au national-socialisme, en fait, à une forme de nationalisme qui est le nationalisme allemand, quoi, finalement. Le nationalisme n'a pas forcément des vues conquérantes. Là, on le voit justement au contraire, c'est anti-conquérant, quoi. Le nationalisme peut être vu comme une volonté d'indépendance, une volonté d'autonomie. Et moi, c'est des questions qui m'intéressent, d'autant plus aujourd'hui pour la France, puisque voilà, l'indépendance, l'autonomie, c'est des choses qui nous manquent cruellement aujourd'hui, quoi. Donc, voilà. Vis-à-vis de l'Europe, c'est ça que. Par c'est exemple, ce que j'entends. C'est oui, parfait oui. parce que tu ouvres le débat justement plus large qu'on voulait mener autour du nationalisme. Tu m'as donné à peu près ton avis sur le nationalisme. Ça a l'air d'être sympathique pour toi finalement. Je suis T'as une pas, sympathie pour je ce suis pas, mouvement, voilà, cette ouais, mouvance. enfin, mais voilà, c'est pour ça qu'il faut détailler quand aujourd'hui tu dis je suis nationaliste. Bon, t'as une espèce de bêtise ambiante qui va te raccrocher directement à, tu sais, l'image du Front National, le nazisme, le fascisme, t'es contre la liberté, contre la presse, contre les intellectuels, puis les étrangers. Enfin, il y a tout un tas de trucs de saloperies comme ça qui sont. Donc là, c'est justement l'occasion de rectifier un peu la chose et enfin, voilà, de redonner au sujet toute la complexité qu'il porte. Et donc le nationalisme, justement, je trouve ça intéressant. Déjà, je me rends compte que ce que je considérais comme les ennemis aujourd'hui, ce qu'on peut appeler l'empire, quoi, vraiment au sens large, justement, luttent activement contre le nationalisme. On voit qu'il y a vraiment de nombreuses tentatives. On le voit à travers l'Union européenne, on le voit à travers le mondialisme dans toutes ses formes, que ce soit sur le plan culturel, que ce soit sur le plan politique, économique. On voit qu'on cherche à faire tomber les frontières nationales, qu'on cherche justement même dans l'essence même, on cherche à éradiquer la notion de nation. Donc, le nationalisme, effectivement, me paraît séduisant, comme tu disais, je sais plus c'était quoi ton mot. Sympathique. Sympathique, voilà, parce que peut-être dans une autre époque, j'aurais dit attention au nationalisme. Mais vu le contexte d'aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que c'est pas une alternative qui serait positive, justement pour nous redonner une certaine indépendance et une certaine autonomie? Il y a d'autres mouvements qui peuvent être intéressants, mais je me rends compte quand même que ces mouvements-là, parce qu'on avait déjà eu un débat sur la monarchie aussi, en réalité, bon, c'est vrai que les monarchistes purs et durs, ils disent non, mort à la nation, puisque c'est la nation justement, donc c'est au nom de la nation qu'on a décapité le roi. Mais bon, après, là, je trouve que c'est un peu de la guéguerre Enfin bon, c'est pas très intéressant. Mais au final, ouais, je pense que je peux me considérer comme un nationaliste aujourd'hui, ouais. Donc toi, voilà, sympathique, c'est un mouvement. En fait, tu fais un peu le parallèle entre aujourd'hui et les mouvements de décolonisation. Je veux dire, Comme celui du d'une certaine Maroc. manière, la France aujourd'hui, à mes yeux, est colonisée, même si c'est pas une colonisation traditionnelle, militaire, où on a des guerres, des effusions de sang, etc. On a c'est un combat qui prend une forme différente, qui est plus subtil, qui demande plus de culture pour le percevoir. Il va falloir comprendre un peu comment ça fonctionne, les mécanismes financiers, les stratégies politiques, les tactiques. Il faut passer au-delà de certains mensonges, des médias notamment. Enfin, donc mais à mes yeux, en fait, on perd beaucoup de souveraineté, un peu de la même manière, voilà, que des populations qui ont été colonisées et qui ont perdu complètement la main sur leur propre destinée, quoi. Walid, est-ce que tu partages cette sympathie envers le nationalisme aujourd'hui? Non, très franchement non, parce que après tout dépend ce qu'on met dans nationalisme. Ouais. Moi, je pense sincèrement que moi, je mettrais vraiment à côté du mot nationalisme, je mettrais plutôt le mot patriotisme à côté, qui est une idée différente, je pense.
Précise un peu ce que tu entends par là. Bah écoutez, comme je vais vous reprendre une citation très connue du général de Gaulle. Le patriotisme, c'est aimer son pays, le nationalisme, c'est détester celui des autres. Oui, dans un contexte bien particulier. Dans un quoi. contexte Ouais. particulier, rappelons-le, qui était, je crois, les années 60, c'est-à-dire au moment où il va instaurer un peu avant où il va instaurer la 5e République. Et je crois d'ailleurs qu'il est, il est déjà président du Conseil. Je vais aussi retrouver un peu la date, auquel il avait cité ça. Je vous la redonnerai avant la Mais fin c'est de parce qu'à l'émission. à mon avis, si tu défends le patriotisme, à un moment donné, tu vas être obligé de dire, de définir des limites à ce patriotisme. C'est qui doit Ben, se sentir c'est patriote. à son pays. Et là, j'allais Et là, reprendre et justement. tu peux pas échapper à l'idée de nation à un moment donné. Tu vois, c'est-à-dire que tu dois devoir donner, trouver le dénominateur commun justement d'une population donnée. Et là, tu peux pas échapper à la notion de nation. C'est pour ça que pour moi, bon, patriotisme, c'est la version politiquement correcte du nationalisme pour moi. C'est pour Walid. moi, Non, pour moi, justement, le nationalisme a des vues, j'allais dire, limite impérialistes et qui vont au-delà du territoire. Et j'allais prendre justement l'exemple du Maroc. Aujourd'hui, il y a toujours un parti nationaliste, les Cyclales, dont on citait, qui existe toujours. Bah voilà, les Cyclales, après avoir obtenu l'indépendance, avaient la volonté de recréer un grand Maroc, c'est-à-dire un Maroc qui irait plus loin que les frontières actuelles, qui prendrait une partie de l'Algérie, qui reprendrait la totalité de la Mauritanie, même si, encore une fois, par exemple, la Mauritanie, c'est un pays qui n'a jamais existé. Hein. C'est comme enfin, avant l'indépendance et le retrait des Français et des Espagnols, c'est un territoire qui n'avait pas d'existence et qui encore aujourd'hui a d'énormes problèmes dans son organisation et dans la définition d'une classe politique. Voilà, c'est vrai que tous ces pays-là qui n'ont pas une histoire, une nation quand même avec un certain passif, on le voit, ont beaucoup de mal à s'organiser. C'est pour ça que je pense que le patriotisme et avoir un intérêt pour son pays, déjà le respecter, connaître, savoir les devoirs qu'on a envers lui. un moral laïque, quoi. Oui. Ça me fait penser à ça. Pour moi, c'est le prolongement, mais pour moi, c'est des choses qui, effectivement, sur le plan intellectuel, sont. C'est vrai, je suis d'accord avec toi sur le plan intellectuel, mais c'est juste que concrètement, on voit que ça marche pas, quoi. C'est que on voit qu'effectivement, lorsqu'on a dépouillé un peuple justement de son essence et que on cherche Donc toi, l'essence, c'est la religion finalement. ça peut passer par là. Enfin, il y a quelque chose effectivement de l'ordre du spirituel. La religion peut être, oui, effectivement, ça peut être un dénominateur commun. Bon, maintenant, va au spirituel. Qu'est-ce que tu vois par là? Parce que Bah, je vois justement- que tu critiques la morale laïque et Oui, parce derrière qu'en tu fait, dis que ça manque on est en fait d'essence. on est dans la volonté de compenser un truc disparu, mais on le fait avec des méthodes qui sont pas adaptées. Voilà, on le fait, je trouve, de manière artificielle. C'est voilà, on veut à tout prix restaurer du respect entre l'élève et le professeur. Morale laïque. Enfin, et en fait, on sait que ça marche pas. Enfin, que ça marchera pas d'ailleurs. C'est parce qu'effectivement, on est dans l'ère du marketing où c'est tout dans le contenu, rien. Enfin, pardon, justement, tout dans l'emballage, rien dans le contenu. Et c'est ça que je reproche justement à ce discours, c'est que c'est vrai que je suis d'accord. Si ça marchait, je suis d'accord avec toi. Et puis, d'ailleurs, Est-ce que ça a été vraiment testé? Ça, j'ai pas l'impression. Hein. de quoi? Bah écoutez, par exemple, moi, quand je vois un peu le traitement qu'on a à l'école, alors c'est peut-être des souvenirs un peu anciens, de notre propre histoire. Bon, après, personnellement, moi, je suis un passionné d'histoire. Peut-être que tous les enfants qui sont allés à l'école n'ont pas vécu de la même façon, mais je trouve que le traitement de l'histoire aujourd'hui est vraiment dégradé, Bien sûr. insuffisant. Et rien que ça, c'est quand même une attaque, Ouais. je pense, à notre pays, à notre. Mais tu remarqueras excuse-moi, je te coupe, mais tu remarqueras que ceux qui justement ne font rien et ont tout fait, à mon avis, pour justement dégrader l'image de la France, pour justement. Alors non, c'est pas la dégrader. Sont Là, les par mêmes, contre, sont les mêmes c'est qui dire parlent de simplement morale la vérité. laïque. Pour moi, c'est exactement les mêmes acteurs. Hein. Aujourd'hui, c'est payant, quoi. Qui parlent à la fois de morale laïque et qui se chargent aussi du contenu. Alors, Pour moi, il plus ne ou faut moins pas directement. réécrire l'histoire et essayer de la définir d'une certaine façon, comme quand je repense moi à cette loi qu'on a dit que, je crois que c'était sous la droite, c'était en 2006, je crois, où on a fait voter une loi pour dire, voilà, finalement, il faut reconnaître le rôle positif de la France dans la colonisation. Vous vous souvenez un peu de ce débat-là? Pour moi, ce genre de choses n'ont strictement rien à voir et on essaye d'interférer dans le travail des historiens et au nom de quoi des élus politiques
aurait à interférer dans l'histoire d'un pays, dans son essence, dans la nation, dans toutes ces choses-là. Au contraire, il doit y avoir un débat, je pense, entre les élèves, les étudiants, les lycéens. Ils ne sont pas des gens idiots, ils sont capables de réfléchir sur l'histoire et de leur donner des éléments, voilà, de leur donner ça, de leur faire lire des bouquins et de dire, bon, bah, voilà, maintenant, quel est votre avis sur ce point historique? Et chacun pourra défendre sa position. Aujourd'hui, l'histoire est donnée, qu'on étudie, qu'on fait étudier aux enfants. J'insiste sur le rôle de l'histoire, hein, vraiment dans la nation, dans Ce qui tout ça. correspond au mythe national, en fait, et qui est un Voilà, des éléments c'est fédérateurs. l'essence, à mon On avis, va de- Et revenir qui là-dessus. doit pas, On va être revenir forcément là-dessus, Maxime. instrumentalisé, justement. Mais bon, je maintiens quand même que pour moi, elle est dégradée. l'idée. C'est donné de On va façon revenir. pédagogique, enfin c'est mal fait. J'aimerais entendre avant ça Marc, parce qu'il n'a pas parlé sur qu'est-ce que... J'ai beaucoup parlé au début, donc Voilà, je bah, rattrape le temps perdu. je la ferme, ouais. C'est ça. Qu'est-ce que tu penses du nationalisme? C'était ça la question. Et qu'est-ce que c'est pour toi d'abord? Déjà moi définition tu peux en donner dans ce que j'observe, c'est bon déjà je sais pas s'il y a une définition qui peut être donnée, puisque le nationalisme c'est jamais quelque chose, ça a jamais été quelque chose de monolithique, ça a tout le temps changé. Donc dire ce que c'est pour moi, ça veut dire prendre position en fonction des périodes historiques, et c'est un petit peu difficile aujourd'hui d'en parler. Moi je dis juste que en tout cas le débat qu'on a aujourd'hui, à dire oui plutôt il y a d'un côté le nationalisme qui est pas xénophobe, qui est pas chauvin. Au début avant le XVIIIe siècle, au final c'était la défense, le nationalisme c'était vraiment là pour légitimer l'existence de l'État-nation. Excuse-moi, je vais te couper, mais j'ai l'impression même que moi, à cette époque-là, le nationalisme est plutôt quelque chose de gauche, hein, que Oui, mais la gauche. c'est ce que je dis. Moi, pour moi, c'est à la fois à gauche et à droite. Ça appartient plus à À la Révolution française, c'est de gauche. C'est de gauche, Ouais, c'est c'est la de gauche. nation Et- contre Bien voilà, sûr. une Et certaine la bourgeoisie. droite, c'est la monarchie, c'est les conservateurs. Tout à fait. Voilà, c'est- Marc, Oui, non, c'est sûr qu'aujourd'hui, ça appartient ni à la gauche ni à la droite. C'est là, je me positionne pas là-dessus. Je dis juste que avant le XVIIIe siècle, c'était quelque chose qui était assumé, qui n'était pas xénophobe, qui n'était pas chauvin. Puis arrive 1870 avec la guerre franco-prussienne, où là, on a un revirement des nationalismes dans le sens où ça devient chauvin, xénophobe. Et c'est ça qui a influencé le pan-germanisme et qui a influencé après l'accession au pouvoir d'Hitler avec ces idées-là. Mais en tout cas, le nationalisme aujourd'hui, il faut regarder les votes qui ont été placés maintenant chez Marine Le Pen, etc. C'est l'idée d'anti-uniformité. C'est-à-dire que chaque nation a sa spécificité, a le droit à ne pas être uniformisée à toutes les métropoles ou à l'Europe, etc. C'est-à-dire que c'est une certaine part d'autonomie et de spécificité culturelle, économique, etc. Et je pense que si le débat du nationalisme aujourd'hui revient, c'est justement qu'il n'est pas forcément à gauche ni à droite, mais c'est justement un combat pour l'anti-uniformité imposée, anti-mondialisme, anti-mondialisme imposant l'uniformité qui est supposée. Et justement, je pense que tout cas, le rôle de la nation, c'est aussi le rôle de l'histoire avec un grand H. Et je suis d'accord avec Walid pour dire que moi, ce qui me dérange, c'est justement aujourd'hui, c'est l'utilisation politique qui est faite de l'histoire, à commencer par justement le rôle positif de la localisation. On peut avoir cette idée-là. Je veux dire, Lugan, Jacques Marseille, Daniel Mais Lefebvre le il y a disent. des aspects. Il faut arrêter de se voiler la face. Il y a des aspects qui ont été positifs. Tout à fait. Je veux dire, les créations, etc. Et sur le plan économique, ça a coûté énormément d'argent à la France. On achetait beaucoup plus cher, on a perdu de l'argent énormément, etc. Mais il ne faut pas imposer. C'est comme la loi Guesso, par exemple, qui nous dit qu'il ne faut absolument pas concéder des idées. C'est honteux. C'est honteux. Déjà c'est honteux pour les gens parce qu'on nous force, on nous oblige à croire quelque chose. Dire l'histoire, de toute façon, au fil de temps, ça change. Il y a des nouvelles sources. Voilà. Bon, j'ai parlé de Constantinople la semaine dernière. Bon, au final, on savait pas qu'il y en avait un. Finalement, il y en a un. Donc des trucs comme ça, c'est hyper important. Mais maintenant, c'est pour ça qu'il y a un nationalisme qui s'impose, parce que l'histoire qui suppose aussi le nationalisme, comme une histoire commune, eh bien, elle est imposée et elle est utilisée politiquement. L'histoire de Jeanne d'Arc, par exemple, pour l'extrême droite, moi, je trouve ça c'est n'importe quoi d'utiliser, parce que maintenant, quelqu'un qui va être passionné d'histoire de Jeanne d'Arc va être forcé peut-être affilié facilement au Front National. Voilà, moi c'est ça qui me dérange. c'est dans Et la alors bêtise que ambiante, c'est ça, ce comme on dit aujourd'hui, apparemment la droite serait colonialiste. C'est n'importe quoi. C'est les principes des Lumières qui nous ont imposé à mettre de l'ordre dans les colonies, etc. Donc aujourd'hui, il y a vraiment une inversion de tout ce qui était avant. La gauche, c'était les colons. La droite, c'était pas les colons au départ. Ça a eu un revirement dans la période du XXe siècle. Mais on nous impose à penser comme ça. Et je pense que voilà. Et je pense que c'est cette uniformité, ce politiquement correct européen de dire il faut dire que l'Europe c'est bien, il faut dire que ceci, il faut dire que cela, il faut dire que ceci, qu'on a une uniformisation politique historique qui nous impose à penser des histoires. Et
qui nous amène à une bêtise ambiante. Je suis d'accord avec Maxime sur ce côté-là, qui des fois on oblige à penser des choses. Tu sors un mot sans Mais en même tout cas, qu'on juste- cherche à comprendre le ouais. truc. Il y a un poids des mots. Et juste pour dire que voilà, si le Un nationalisme lien. aujourd'hui est multiforme, c'est bien parce que l'histoire a fait qu'il a été multiforme. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, ceux qui vont dire que le nationalisme c'est mal, c'est ceux qui vont s'inspirer du 170, ceux qui vont dire que c'est quelque chose de bien, qui favorise l'État-nation et ses spécificités culturelles sans uniformisation, ça sera les petits bourgeois du 18e siècle. En gros, il y avait le nationalisme du 19e, du 20e, il y aura peut-être celui du 21e siècle. Voilà. Il y aura pas forcément, ça mènera pas forcément aux mêmes choses, et le contexte étant complètement différent. Enfin, je veux dire, on peut pas transposer un modèle et dire, ah, tu te dis nationaliste, donc t'as le portrait de Hitler au-dessus de ton lit, quoi. Enfin, Donc, tu vois, Pour vous, c'est encore bien vivant. Oui. Ah bah oui. Je pense que et c'est terrible. C'est pas dominant, c'est pas C'est ça dominant. que c'est Parce terrible. que C'est terrible d'en arriver là, mais les je pense. États-nations sont nés, c'était le Oui. cas au 19e siècle, les autres sont Mais le nationalisme décolonisés. a favorisé aussi ça. Voilà, mais La création des États-nations. Voilà, mais donc aujourd'hui, quel est leur combat? S'ils n'ont plus à promouvoir un État-nation, s'ils n'ont plus à promouvoir une décolonisation comme c'était le cas au Maroc, qu'est-ce qu'ils défendent? La souveraineté. Ouais. La souveraineté, puisque ce qui faisait la base de l'État-nation et ce pourquoi le nationalisme s'est battu, c'est pour avoir la souveraineté, pour pouvoir avoir une souveraineté. Bon, après, on va rentrer dans les un point définitions international que tu connais mieux que moi, Hugo, les définitions ça, à la tu vois, Wendy ça, Brown, c'est des limites, ça. etc. Il y a des diverses définitions de la souveraineté. Mais comme l'État-nation maintenant a perdu sa naissance même, qu'est la souveraineté, sur un territoire avec des frontières plus ou moins symboliques ou matérielles, eh bien maintenant c'est un débat pour la souveraineté qui induit directement un combat à l'État-nation. C'est une boucle sans fin. C'est-à-dire qu'il y a trois choses: souveraineté, État-nation, nationalisme. Le nationalisme étant la défense de ces deux piliers-là. Et défendre un État-nation aujourd'hui, c'est défendre l'uniformisation qui nous impose à avoir un taux de chômage énorme parce que justement lutter contre l'uniformisation. voilà, et c'est lutter contre. Aujourd'hui, le nationalisme, s'il est à la fois de droite et de gauche, c'est parce que d'un côté, il y en a qui pensent que c'est l'Europe le chantre de tout problème, et d'autres qui pensent que c'est parce que l'Europe a favorisé des riches, et du coup, c'est ça qui crée les inégalités, les crises sociales et les luttes sociales qui perdurent encore aujourd'hui. Et du coup, ça serait la base de la défense de la souveraineté qui nous amènerait à penser que le nationalisme serait bien. C'est bien pour ça que l'extrême gauche fait des scores, et l'extrême droite fait des scores hallucinants aujourd'hui, parce qu'elle a pensé le vrai problème. Ce qui montre aussi le caractère désuet de la division gauche-droite aussi. Finalement, Voilà, de oui. côté, finalement, c'est plus cette lecture-là qu'il faut avoir pour comprendre et départager les différents groupes politiques, quoi. Tu partages ça, Walid, ou pas? Non, écoute, moi, il y a quand même certaines limites que je mettrais quand même dans le nationalisme. Tu posais une bonne question. Bon, voilà, les États-nations, aujourd'hui, c'est une réalité. Pour moi, ce combat de patriotique, nationaliste, bon, appelez-le comme vous le voulez, mais pour la régénérescence d'une réalité étatique et du pouvoir, c'est donner finalement la possibilité aux gens de s'autodéterminer, c'est-à-dire de donner leur avis sur leur pays et sur l'avenir qu'ils peuvent avoir. Donc ça peut avoir un sens pour un Maroc colonisé, pour un certain territoire, mais une fois que les populations ont leur mot à dire, qu'elles choisissent un destin qui est européen ou un autre, ou voilà, du moment qu'on ne l'a pas forcé. Alors je suis d'accord, peut-être qu'à un moment donné on les a poussés, peut-être qu'il y a eu certaines manipulations, c'est un autre débat. Je pense que ce débat-là on l'a eu plein de fois dans cette émission, et vous l'avez eu plein de fois. Mais pour moi, à partir d'un moment donné, démocrate profond. Voilà. Oui. En gros, c'est ça. C'est si le peuple le veut, tant mieux. Sinon, oui, voilà, il faut moi suivre le peuple. je suis complètement un démocrate. Moi là-dessus, ouais, je vais. Peut-être laisser finir je Walid. termine. Excuse-moi. Ouais. Pour moi, la limite, c'est ce que tu nous disais. Voilà. Aujourd'hui, tu nous disais, voilà, le combat du nationalisme au XXIe siècle, c'est avoir un poids à l'étranger, avoir, tu vois, une certaine Ouais, c'est consistance. plus, comme disait Marc, plutôt Voilà. souveraineté et autonomie. C'est déjà indépendance. Voilà. Avoir un poids auprès de l'étranger, avec, je sais pas moi, ce qu'on peut imaginer, un poids mondial, une superpuissance, un peu comme les États-Unis. Et pour moi, là, je dis Non, attention, non. danger et danger, c'est un peu les limites du nationalisme. C'est on rentre à un moment donné dans des velléités qui sont impérialistes, mais qui peser, visent peser, c'est dans le sens indépendance, c'est-à-dire se faire respecter. Ça veut pas dire avoir forcément des vues Ouais, mais- coloniales ou impérialistes. Justement, la comparaison avec les États-Unis, pour moi, elle est pas bonne, puisque on a aujourd'hui, voilà, un État qui peut-être justement, quand on parle d'extrême droite aujourd'hui, en réalité,
quand je pense justement avec ces catégories-là, je vois d'abord les États-Unis. Je me dis effectivement, ce sont eux qui sont dans cette logique-là de conquête de territoire, Oui. dans la négation justement des diversités et de différentes richesses de culturelles, Mais ils sont pas etc. les seuls hein, maintenant. Il y a Non, ils la sont- Chine, il y a tous ces. À la Ah, rigueur, je les t'assure trouve que moins, si. je les trouve moins idéologiques. Enfin, je les trouve moins actifs Mais sur un plan justement, à idéologique. mon avis, comme ils sont moins idéologiques, ils sont limite plus Plus dangereux efficaces, et peut-être. exactement Ouais, plus ouais, efficaces. Peut-être, je veux bien me laisser convaincre Parce que là-dessus. finalement, ils mettent l'idéologie de côté pour Peut-être que ça des sera raisons. plus effectif à la fin, parce qu'il y aura peut-être moins de blabla et tout, mais finalement, ça m'agace moins, finalement, quelque part, que le côté Alors idéologue. qu'à mon avis, et- à mon sens, c'est tout aussi dangereux, hein, mais bon. Mais après, non, moi, quand je parle du nationalisme, c'est vraiment justement la volonté de regagner de l'indépendance. Et justement, quand je dis d'avoir un poids, c'est de faire entendre sa voix, pas vouloir peser contre les autres, quoi. Mais ça, c'est effectivement, euh, la limite du nationalisme. En fait, on est d'accord, hein. Je veux dire, le nationalisme, tant qu'il est pour la défense de son territoire et de ses particularités, ok. Quand il est pour, au contraire, si tu veux, empiéter sur l'autre, là, moi, je suis pas. C'est pour ça que je suis pas sur le modèle du national c'est marrant dans les allemand. termes que tu utilises, tu emploies le terme défense. Ça, Oui, ça parce qu'il y a signifierait une attaque. qu'il y a une attaque. Bien Mais sûr. d'où vient cette attaque? Bah, Quels sont on les parle gens de l'Union européenne sur le plan politique, Voilà, sur le donc ce plan sont économique. des attaques qui viendraient de l'extérieur Bien et sûr. pas de l'intérieur. Donc c'est qu'à un moment donné, Ah, on il y a cherche eu après, un on peu- cherche à les créer à l'intérieur aussi. Et là, les médias sont ici. On a eu aussi différentes vagues d'immigration. Quand on remonte et quand on voit on qui touche les ont à des faites. trucs. D'accord, Oui, ouais, non, ça mais, va. ouais, mais bien sûr. Où justement, aujourd'hui, on voit bien que ça pose des problèmes parce qu'on a fait rentrer énormément de gens qui avaient des cultures différentes. Et quand ça se fait aussi rapidement, en aussi grande quantité, il y a des mélanges qui se font difficilement. Et aujourd'hui, c'est une réalité. C'est ça, à mon avis, plus la propagande de certaines instances comme SOS Racisme, etc., qui ont justement cherché à cultiver la division, cherché à faire monter les conflits de civilisation et tout, qu'on voit qu'aujourd'hui, on a une population française qui est divisée et qui prépare le terrain. Parce que tout ça, pour moi, c'est une tactique. C'est tout ça prépare le terrain pour que le jour où la France s'effondre, parce que c'est ça, à mon avis, si on continue dans cette voie qui se passera, au lieu d'avoir un combat uni entre nous, on aura au contraire des divisions déjà au sein même de la base du peuple, Oui, et mais- ça empêchera mais une, ça, une c'est- révolte cohérente. Donc Voilà. c'est le Mais ça, c'est- multiculturalisme qui met à bas la nation C'est- pour toi. c'est- bah, non, ce c'est qu'on la, a l'air non, de non, dire, c'est pas, la c'est pas- rapidité. il dit. voilà, c'est-à-dire que l'immigration, c'est des phénomènes les phénomènes Ils migratoires, sont c'est millénaires qui et- sont inhérents à l'être Ouais. humain. Ce qu'il y a, c'est qu'on a une particularité en France, et c'est jamais arrivé dans l'histoire à ce point-là, c'est d'avoir en aussi grande quantité, C'est parce que en oui. aussi peu de temps, Mm. et en plus, quand on dit aujourd'hui, ah, c'était, enfin, il y a toujours ce vernis humaniste. Enfin bon, moi je trouve que là, au contraire, on a du racisme, quoi. Genre les pauvres, on va les sortir de la misère, je sais pas quoi. Enfin, pour moi, ça, c'est plutôt ça du racisme, quoi. Et en fait, bon, bah, il y a eu des problèmes alors bon, je sais qu'il y a des termes qui sont aussi un peu fâcheux quand on parle d'assimilation haute, mais comprenez ce que je veux dire, c'est que il y a eu des populations qui ont eu du mal à s'intégrer, et qu'en plus on a cherché à les empêcher de s'intégrer. Donc moi je comprends d'un côté, si vous voulez, dans les divisions, je comprends à la fois l'immigré qui n'aime pas la France parce qu'effectivement on n'a rien fait pour qu'il aime d'une certaine manière. D'un point de vue urbain, on l'a parqué dans des banlieues. Avec l'histoire de France, justement, on lui fait comprendre qu'en gros, la France, c'est un pays colonisateur, collabo, etc. Et puis, de l'autre côté, le français de souche, je le comprends aussi, qui tenait à sa petite culture, à sa campagne, comme beaucoup de peuples, enfin, c'est le cas dans beaucoup de cas, et sans qu'il le demande, a vu arriver des masses de population qui ne lui ressemblent pas. Et l'autre, forcément, ça peut être une richesse, ça peut être aussi une menace. Et je comprends ces mécanismes, c'est des ressorts psychologiques, je comprends ces réactions de distance. Mais ce que je veux dire, c'est que finalement, ces deux personnes sont victimes, en fait, mais des mêmes. Et au lieu de se retourner justement contre le sommet de ce triangle, eh ben, c'est des luttes horizontales. Et c'est ça, moi, qui me gonfle. Mais il y a quand même une grande différence dans les pays, je pense, hein. Il y a des cas différents. Le cas, par exemple, de la France, on peut dire, oui, voilà, on n'a rien demandé. Nous, pourquoi on voit débarquer des bateaux entiers d'immigrés, de migrants. Alors, on s'est jamais attendu à ça. On n'a pas été préparé. C'est vrai que la France n'a pas été préparée peut-être à recevoir des vagues d'immigration, ce qui explique le fait qu'on les a parqués, etc. Même si l'immigration, il y avait quand même des problèmes identitaires. Je vous le signale, dès le début du XXe siècle, hein, c'était je crois, c'était
à la frontière franco-italienne, le conflit avec les ouvriers italiens qui étaient en provenance d'Italie. Alors, j'ai pas la date. Voilà. Sauf qu'ils n'ont pas été récupérés par SOS Racisme. Je pense que c'est ça la différence. Mais oui, il y a eu des problèmes, mais qui sont plutôt d'ordre économique. Effectivement, les conflits qu'il y a pu avoir Ouais, mais avec alors les là, Italiens quel est ou le les problème Polonais. économique? Là, qu'est-ce qu'on entend? Le territoire, ce sont pas des problèmes économiques, ce sont pas des mais eux, soit ils ne travaillent pas, ils prennent des allocations, soit ils nous prennent notre travail. Au final, la question qui ressort, le vrai problème, ça reste la question économique, qu'on mais n'aille pas se cacher. Non, oui, C'est peut-être. ça le problème. Même Aujourd'hui. si pour moi, l'acteur Yeah. principal, le responsable principal, c'est plutôt les banques et la finance. Bon, on va C'est- peut-être donner la parole Mais à il y a- Marc. non mais vous voyez, il n'est peut-être pas fini, mais il y a aussi la spécificité culturelle. Il y en a qui acceptent pas de voir justement les multi-religions. Et là justement, il y a une grosse différence, et c'est ça qui est dégueulasse, c'est de voir que quand on crée une synagogue, ça pose pas de problème. Par contre, toutes les mosquées, en fait, la population musulmane est quand même d'ordre de 39% en France quasiment. Et par exemple, quand on crée 39%. Ça me paraît énorme. non, non, je veux 59%. dire, je parle pas des immigrés. Je parle de ceux qui pratiquent le culte musulman. Islam, ouais. L'islam, quoi. Enfin, j'ai vu ces chiffres-là. Dans la pratique de la religion. Dans la pratique de la religion. Ah je oui, parle. dans la pratique, c'est possible. Oui, Voilà, oui, dans la parmi les pratique, c'est pratiquants, possible. pas parmi la Parmi les population Non, totale. non, je parle parmi les pratiquants. Oui, parmi les pratiquants, Pardon, ça, oui, c'est un chiffre qui me précise, semble voilà. possible. Eh bien, ce qui moi me dérange, c'est de voir quand une mosquée est créée, ça pose problème. Les synagogues, il n'y a pas eu tant Ouais, de mais choses c'est là que où il y ça. a des fonds. C'est là où je trouve il y a quand même un sacré problème. Et Maxime disait justement, on n'a pas été préparé. Pourquoi ils sont venus en France, etc. Bah déjà parce que là, c'est la fin du colonialisme, c'est la C'est exactement décolonisation. ce que j'allais en venir ici. j'ai pas Et tout c'est vrai que ce qui se passe maintenant, et c'est ça qui dérange peut-être un petit peu les Français, et surtout les pieds noirs par exemple, je fais un peu de la musique avec mon micro, et c'est ça qui dérange, c'est que l'histoire de la décolonisation a amené l'utilisation politique qui a consisté à faire acte de repentance envers les anciens comment dirais-je, habitants de ces anciens empires coloniaux, le Maroc, l'Algérie, etc. Et c'est de dire que la France a été des méchantes colonisatrices, etc. Et c'est cette vague de haine envers l'État français envers ses colonies qui a fait qu'on a accepté des vagues d'immigration assez importantes. Et je pense que ici, même si l'ordre économique est à prendre en compte, puisque évidemment on en avait besoin dans les périodes de les 30 mais glorieuses, voilà, etc. il faut le On dire, est d'accord. ça, personne ne l'a dit encore. Je le dis. Je le dis, c'est vrai qu'on en avait besoin, etc. Mais cette colonisation à rebours, parce si on inverse un peu le truc, Donc elle pour toi, l'immigration, c'est une colonisation. non, j'ai pas dit ça. Je veux Bah, dire, c'est ce que t'es en train de dire. après le combat colonial, je veux dire, bon, après c'est du Lugan, donc faut peut-être nuancer un petit peu, mais Bah, je sais pas, c'est toi qui l'avance. Donc, cette immigration en retour, je parle, nous on a été en Algérie, eux ils arrivent en France par exemple. c'est Bon, différent. pas aux mêmes hiérarchies, on est d'accord, je suis d'accord avec vous. Mais c'est aussi le fait de l'histoire qui nous a dit faire acte de repentance, etc. Et c'est ça, cet acte de repentance qu'on n'arrête pas de nous sortir, qui a mis en place des sociétés comme SOS Racisme, etc., qui leur a dit, Voilà. regardez ces gens-là, les anciens colons, etc. Et je pense que là, c'est le chantre du problème, puisque le nationalisme en soi, tu peux être nationaliste en étant immigré. C'est-à-dire, tu peux cultiver Il y a beaucoup d'associations. un patriotisme, enfin, c'est différent. Fils de France, là, Oui, qui a des mis pieds noirs, Béchic, là, qui ouais. sont en général voilà, des anciens habitants d'Algérie notamment, puisque Ouais. la grande part des pieds noirs, alors rappelons ce sont les pieds noirs, sont des populations qui venaient du 19e siècle pour la plupart de Même France, avant, des fois. voire même avant, qui se sont installés, qui ont pris, voilà, qui ont Il y a eu des cultivé, Espagnols, des qui ont Portugais, eu des des Français. boutiques, voilà, qui ont développé une activité, hein, quelle qu'elle soit, et qui ont finalement été repoussés. Et c'est vrai qu'il y a un drame à travers ces gens-là. J'avoue, moi, personnellement, parce que c'est vrai que c'est un drame dont on ne parle absolument pas en France, j'ai l'impression qu'on a envie de le cacher ou qu'on n'a pas envie d'en parler, c'est extrêmement tabou. Je peux comprendre que ces populations-là, ces gens-là aient un ressentiment nationaliste fort à travers leur histoire personnelle et leur histoire familiale, puisque finalement on les a dégagés, il faut bien le dire, leur propre pays. Ce sont des gens finalement qui n'ont pas de pays, est-ce qu'ils peuvent se dire français? Si son propre pays le rejette, déchire, ouais. voilà, le rejette. C'était de ses propres Mais je suis pas sûr que c'était ce la soit le cas de différence tous, entre hein, les je suis pas sûr Pas qu'il y tous à la fois. Je suis pas sûr qu'ils soient tous pieds noirs. Moi, c'était pour continuer, bon, justement, faudrait Enfin, que il y je a me énormément renseigne, de mais- pieds ouais, noirs, ouais. moi je t'assure, dans ces associations-là, et notamment aussi à l'extrême droite, hein, beaucoup de monde, même aujourd'hui de Front Et les National, harkis etc. aussi. Et les harkis, alors les harkis c'est encore autre chose. Il y hein. a un phénomène de récupération politique. Marc,
Bah, c'est pour continuer justement sur le cas des pieds noirs. Là, Walid disait justement, on sait pas on sait pas s'ils sont français, on sait pas S'ils s'ils sont etc. algériens, on ne sait pas si. Dans le cas des Juifs, il y avait le décret Crémieux, bon, abrogé par Pétain, qui était remis. Donc, finalement, ils n'étaient pas français, c'était plutôt la notion de citoyenneté qui intéressait dans ce cas-là. Et on a créé. Et d'ailleurs là-dessus, on a le- créé. On a là-dessus sur ce décret-là, je pense qu'à mon avis, on a créé un fonds vraiment qui n'existait pas. Un vrai fonds antisémite. C'est-à-dire les conséquences de ce décret-là dans ces territoires ont été terribles. Dans le sens où, pour le rappeler, Mais, non. on a donné la nationalité française à toute personne qui Oui. se disait juive. C'est-à-dire sur le seul fait que effectivement ils étaient juifs, on leur a donné la nationalité française. Alors on ne sait pas pourquoi, alors je ne sais pas moi si tu as ton avis là-dessus, Bah. mais on n'a jamais eu d'explication de la part de l'État français et effectivement ça créait dans la population, mettez-vous dans les autochtones à la place de l'esprit des gens, dire ben oui mais lui maintenant il est français donc c'est un traître. Vous voyez un peu, donc effectivement ça créait un vrai Mais antisémitisme. ce qui est important juste Voilà, à et voir. continuer la typologie. Et continuer, voilà. Mais ce qui est intéressant dans le cas des Juifs, c'est que les Juifs de France qui étaient des Ashkénazes étaient farouchement opposés aux Juifs méditerranéens séfarades qui étaient C'est là. pas C'est-à-dire qu'il y avait quand même une grande... C'est-à-dire que les Juifs de France n'étaient totalement pas en accord avec la politique plus ou moins... dans les Juifs, il y avait à la fois des gens qui étaient du FLN, il y en avait qui étaient dans l'OAS, on parlait de l'OAS juive, donc il y a quand même une grande différence entre ces gens-là. En parlant des Harkis, le problème c'est que eux ils avaient choisi le côté français, ils se sont retrouvés apatrides parce que ils avaient le choix soit entre revenir en France et la France n'a pas laissé de choix, pas mis beaucoup de mesures en place pour ces gens-là et finalement ça s'est terminé en un massacre. Et puis en ce qui concerne aussi les pieds noirs, ils avaient un pays, c'était l'Algérie. L'Algérie était française. C'était pas une colonie, c'était des départements. Il y en avait 4. Et la grande différence entre ces gens-là, c'est que eux, ils avaient le choix. Ils étaient en France, quoi. L'Algérie était française, donc c'était pas un véritable problème en soi, notamment sur le pied de la nation. Mais dans ce côté-là, il y avait quand même une sacrée défense du côté des pieds noirs du nationalisme, parce qu'on défendait l'État-nation français dans sa possession algérienne, puisque c'était des départements. C'était vraiment ça le cœur du problème. Après, tout ce qui est harkis et pieds noirs, on peut mettre ça un peu de côté, parce que là, on peut parler facilement, dans le cas des harkis, c'est ce que Tom Charbit appelle justement un double abandon, c'est-à-dire qu'on les a abandonnés sur place, on les abandonne encore en France. Donc là, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, ils n'ont pas vraiment eu de poids. Mais sur le terme de la défense, la nation, dans le cas algérien, était super important. Parce que les pieds noirs aujourd'hui défendaient la nation. Et c'est ça qui est le plus gros problème de l'extrême droite aujourd'hui, c'est qu'elle s'enrichit de ces gens-là qui en fait pour eux l'Algérie était française, pour nous maintenant on dit que c'est plutôt plus ou moins une colonisation. Bon, ça, ce qui a créé l'Algérie après, mais c'est ça qui les affile très, très, très facilement justement au colonialisme. C'est pour ça qu'on dit que l'extrême droite est colonialiste, parce qu'elle soutient des gens de pieds noirs qui soutenaient que l'Algérie, qui étaient des colons, mais au final c'était un département français. C'est pas la même chose dans des protectorats ou dans des vraies colonies françaises. C'est vrai que là le problème est là, quoi. C'est pas du tout la même chose. C'est pour ça d'ailleurs que ça s'est beaucoup mieux passé comparativement en Maroc et en Tunisie qu'en Algérie. Parce que là, voilà, les gens avaient vraiment le sentiment d'être dans leur propre pays et d'être dégagés de leur pays. Tandis que voilà, un fonctionnaire qu'on détache, un enseignant, etc., qu'on détachait au protectorat du Maroc, avait bien conscience qu'à la fin de sa mission, il rentrait chez lui. On a laissé quand même la possibilité, et le Maroc a laissé la possibilité aux populations françaises, fonctionnaires, etc., de continuer à travailler au Maroc après l'indépendance, parce qu'il y a énormément d'institutions françaises encore aujourd'hui au Maroc, à travers les lycées français, des institutions culturelles dans toutes les grandes villes du Maroc. Alors qu'en Algérie, effectivement, le seul recours, c'était soit rentrer, soit la mort. Donc, Mais ça accueille. Et juste pour continuer, ce qui est terrible en fait, c'est de voir que quand Alger s'est défendu, enfin l'Algérie, avec le FLN par exemple, ils avaient en face l'OAS, tous ces trucs-là qui étaient contre justement l'Algérie, enfin l'indépendance algérienne. Ces combats, en fait, maintenant dans l'histoire, sont vus comme un nationalisme louable. C'est-à-dire qu'on dit c'est des mouvements anticolonialistes, justement, on ne peut pas dire que ce sont des nationalismes qui cherchaient la haine, ils cherchaient juste à avoir leur pays, à garder leurs terres, etc. Donc le FLN n'est pas vu comme ça. Par contre, ce qui est un petit peu dérangeant aujourd'hui, et là on va repartir sur un débat, mais le débat est millénaire, mais en Israël,
les partis, les Khaled Meshal, etc., les guides un petit peu du combat palestinien pour justement l'anticolonisation israélienne, et ben eux sont vus comme des terroristes. Alors que c'est quasiment le même combat. Oui, il y a le décalage historique il y a aussi. oui, il y a le décalage c'est ça que je veux dire, mais c'est-à-dire que là on est encore finalement dans un même Parce combat. que là, on est dans le présent. Oui, mais justement, c'est dur c'est dur de voir ces gens ces Palestiniens dans un combat terroriste, dans la mesure où justement eux ils sont en face d'autorités politiques, les États-Unis, l'Europe qui soutient Israël, l'ONU qui est juste présente à l'ONU depuis je ne sais pas combien de temps qu'on les attendait. La Palestine est un combat pour la nation palestinienne, puisque bon, ils ont plus que 10%, 5 à 10% de leur terre d'origine. Et par exemple, eux, on dit que ce sont des terroristes. Donc il y a quand même un deux poids, deux mesures, même si le décalage historique est là, je suis d'accord avec vous. Il y a quand même une colonisation qui est faite depuis 1897, même avant. Et là, finalement, rien ne se passe. Et ce nationalisme qui est quasiment identique, puisque les gens avancent sur la terre, avancent sur leur terre. Et au final, de toute façon, c'est simple. Dans mon avis, dans 10, 15 ans, la Palestine n'existera plus. Où il y aura des petits trucs, etc., qui vont exister. Ce sont des réserves, un peu comme les Indiens. Ouais, voilà, c'est ça. Mais oui, c'est ça, quoi. Au final, ils vont se regrouper je sais pas s'il y a un rift palestinien, dans le Canaan, je sais pas. Mais dans la région du Proche-Orient, c'est ça. Et il y a quand même un décalage. C'est ça qui est difficile, en fait. C'est-à-dire que selon les histoires, le terme n'est pas bon. C'est-à-dire que selon l'histoire politique qu'on utilise, le nationalisme est bon. D'un côté, non, il est pas bien. Là, il est bon, il est pas bien. Faut voir qui dit nationaliste et qui dit résistant, et ça te donne une ligne pour savoir qui défend les Inquiets. Enfin, c'est là que tu peux voir qu'il y a une certaine empreinte sioniste et globalement dans les médias, puisque on voit que quand tu parles de Khaled Meshal ou du Hamas ou du Hezbollah ou truc, c'est effectivement on a souvent tendance à parler de terrorisme. De terrorisme, voilà. Mais je suis pas sûr que tout le monde parle de terrorisme. Justement, on parle de terrorisme souvent. On parlait tout à l'heure du Sahara occidental. Ce serait bien aussi dans cette émission de parler un peu des mouvements séparatistes, indépendantistes qui émergent dans le monde. On voit au Québec, au Pays Basque, parce que c'est le cas le plus concret avec l'ETA, en Catalogne. Qu'est-ce que ça vous inspire, tous ces mouvements-là qui amènent à créer d'autres nations? Alors moi, je vais donner la parole déjà à notre ami avant d'en parler, parce que son point de vue m'intéresse beaucoup sur ça, et pour voir un peu s'il y a une certaine logique qui s'applique effectivement au nationalisme, qu'on peut reprendre. Non, c'est vrai que c'est un sujet, c'est un sujet où je suis pas tout à fait tranché, parce que je suis partagé, pour être franc. Parce que d'un côté, je sais que justement l'ennemi cherche à faire tomber l'échelon national. Et là, justement, il le fait d'un côté en renforçant le supranational et de l'autre côté le régional. Comme ça, c'est comme deux mâchoires qui mâchent le national, c'est-à-dire un en haut, un en dessous. Dans le même temps, c'est vrai que quand je défends l'idée de nation, ces gens-là, il y a une cohérence, pour le coup, et là qui est vraiment existante. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une volonté de vivre ensemble, une langue, parfois un patois commun, une histoire commune et tout. Et en Catalogne, c'est pas la langue qui légitime ce combat. Oui, notamment. C'est pas alors le vivre ensemble dans ce cas-là, il y a un peu. Je sais pas, quand même. Dans le cas précis de la Catalogne, est-ce que après la Catalogne, moi, je connais pas vraiment c'est très particulier dans le sens où c'est quand même une région, donc c'est la région de Barcelone, et qui s'étale en une partie avec Perpignan notamment en France. Donc c'est toute la côte un peu méditerranéenne qu'on voit là. C'est quand même une région qui est extrêmement ouverte sur le monde, qui a pas grand-chose à voir par exemple avec la Corse. C'est une région qui a connu par exemple une mondialisation à travers les années 90 qui est absolument considérable. C'est, je crois, une des régions les plus industrialisées. C'est assez drôle parce que vous parliez du Pays Basque, donc de l'autre côté. Là, ça n'a pas grand-chose à voir parce que le Pays Basque, déjà, on peut dire qu'il y a une partie en France, une partie en Espagne, donc ça c'est un point commun effectivement avec la Catalogne. Mais le Pays Basque espagnol, par exemple, est une région très industrialisée et très développée en Espagne, tandis qu'en France, c'est plutôt une région, disons, touristique. Qui connaît c'est Biarritz, sont des zones des zones différentes. Mais c'est vrai que par exemple le Pays Basque a une langue qui est millénaire, qui est multimillénaire même, qui date d'avant le latin, c'est-à-dire qui n'a strictement rien à voir avec la langue française. Donc à partir de ce moment-là, on pourrait très bien se dire, écoutez, ils ont une légitimité nationale, on va donner l'indépendance, donnons l'autodétermination au Pays Basque, et puis faisons voter les Basques sur leur avenir. Et là, il y a d'autres problèmes qui se posent, mais qui sont les Basques? Comment définir un Basque? Et là, vous voyez que
on retrouve finalement des problèmes exactement les mêmes problèmes qu'on retrouve au Sahara, par exemple. C'est, voilà, on veut organiser un référendum, oui, mais on fait voter qui donne son avis. Oui, du coup, ça recrée de la confusion alors qu'on a déjà des limites qui sont bien établies. Et puis, C'est très compliqué. puis en plus, je suis pas forcément. Faudrait voir. Je suis pas assez au courant de leurs revendications et savoir justement pour quelles Leur raisons. indépendance, leur revendication, elle est quand même assez simple. C'est l'indépendance totale du C'est pas si Pays simple que Basque. ça, Hein. c'est pas si simple. Enfin, parce que je sais pas moi, par exemple, je pense aux Bretons qui Ah, pendant c'est pas longtemps. la même chose. Oui, mais enfin, je pense à ça parce que pendant longtemps, la Bretagne, enfin, c'était une région qui faisait pas partie du Royaume de France et ou même encore aujourd'hui, on a une spécificité régionale très forte et même des mentalités assez locales. Enfin, je veux dire, on défend vraiment le local, on se sent pas forcément français au sens comme le Parisien l'entendrait. Là, c'est plus culturel, mais, si tu veux. mais C'est pour pas autant, une- mais pour autant, je veux dire, c'est un territoire qui fait partie de la France et quelque part, ils peuvent tout à fait conserver justement ces particularités tout en restant dans. Donc on peut dans très le bien, territoire. finalement, c'est drôle que tu dis ça. Donc on peut très bien garder nos influences, notre histoire, etc. en ayant quelque chose, une structure plus grande. Donc on peut transposer la Bretagne à France, par exemple, à France à Europe. On peut très. Là, après, Quelle oui, est la limite sur le plan intellectuel. Sur le plan intellectuel, c'est ça se totalement défend, valable. Ça se défend. Maintenant, quand tu regardes concrètement, voilà, l'Union européenne, ce que c'est par rapport à l'État français. Je suis pas sûr que on ait tout à gagner aujourd'hui la France. Je veux dire, si l'Union européenne tenait ses promesses, ses promesses initiales de plein emploi, de la croissance, etc., et aussi du fait que chaque pays, malgré ces accords, cette série d'accords, reste souverain, que ce soit le peuple au final qui décide. J'aurais dit ok, pas de problème. Moi, je veux dire, on peut créer des cadres comme ça à l'infini, et puis on peut en faire juste on peut créer des accords sur le plan commercial, on peut créer des accords sur le plan politique, Donc, etc. c'est la mondialisation, en fin de compte. La C'est ce que tu mondialisation. nous décris là. Non, des non. accords, on a créé des grands ensembles, créer des accords commerciaux. Mais je suis ça pas, ressemble quand même beaucoup à la Mais mondialisation. je suis pas pour l'autarcie. Je veux dire, ça, c'est exactement comme les phénomènes migratoires, les phénomènes commerciaux, c'est inhérent à l'être humain. Déjà dans les temps les plus reculés, il y Donc avait, on il y fait avait quoi? du On met une commerce. limite? Qu'est-ce qu'on fait? C'est réussir à conserver les intérêts d'une nation. Là, en l'occurrence, la nation française, elle a un Quels passé, sont les intérêts elle a d'une une nation? histoire. Elle a une histoire. Parce que toi, l'intérêt, toi en tant que personne, c'est peut-être une chose, mais l'intérêt du voisin et du patron ou du boulanger, etc., c'est d'autres intérêts. Tu vois un peu la difficulté Bien sûr, non, mais de la chose. c'est un débat intéressant. Mais après, il y a, je pense qu'après tout le monde est pour que on ait moins de chômage. Je pense que tout le monde est pour. d'accord, ça- Non, mais déjà. Mais tout le monde, par exemple, n'est pas d'accord sur la façon d'y parvenir. Tu vois la En chose. fait, je découvre envoyé d'un anarchiste. En fait, c'est presque ça, quoi. C'est vrai, sur le plan intellectuel, ça se défend. Mais je suis pas anarchiste et je pense pas qu'on puisse chacun à son niveau faire sa propre loi parce que au contraire, l'être humain a intérêt à fonctionner en groupe et c'est justement ce groupe qui fait la force. Mais c'est pas forcément le nombre parce que justement et c'est là, tiens, je rebondis sur un truc que tu disais sur le côté, tu disais t'étais démocrate. Pour moi, l'histoire c'est une minorité qui fait la marche du monde, une minorité qui représente un potentiel de division, de révolution et ça fait ça. Et la masse, elle suit, quoi. Pour moi, c'est pour ça que donner à chaque fois l'avis au peuple, pour moi, le peuple suit. C'est une constante anthropologique. Et Marc Donc, dans tout ça. Donc voilà. Non, attends, t'as pas fini. et Non, ouais, mais et laisse donc finir. c'est pour ça, pour moi, il faut s'organiser en groupe, mais c'est pas le nombre qui fait la force non plus, c'est-à-dire la quantité pour la quantité. Il faut aussi une cohérence. Et c'est là que la nation, il y a peut-être mieux, mais je trouve que c'est l'outil qu'on a historique, réel, en dehors du débat intellectuel pur. C'est effectivement le ciment qui peut permettre cette cohérence. Alors Marc, maintenant qu'il a fini. Je connais qu'un, enfin j'ai lu que sur les Basques, un petit peu sur les Corses, mais je sais pas si ça rentre dedans vraiment. De toute façon, là on n'est pas sur un cas particulier. Non, mais tu Je disais vous justement les demandais- mouvements séparatistes. Votre sentiment sur tous les mouvements séparatistes, autonomistes, régionalistes, voilà, après, tous ceux qui de toute façon- réclament. De toute façon, chaque mouvement nationaliste s'inspire, oui ou non, d'une idéologie qui est soit celle d'avant 1800, soit celle d'après 1900.
Après, les combats peuvent être plus anciens. Je sais pas si dans le cas dans le démantèlement de la Yougoslavie, ça rentre, parce qu'il y a des petits groupes qui se sont créés après anticommunisme. Je sais pas si ça rentre vraiment là-dedans. Mais en tout cas, dans le cas basque, moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est qu'on dit que justement, donc c'est pas que sur un territoire déjà, c'est Espagne, France. Déjà, c'est sur 2 territoires, donc là, le cœur du problème. Mais dans l'histoire basque, ce qui forge la revendication, je crois, faudrait être sûr, hein, mais je crois que ce qui fonde le discours basque, c'est déjà de ne pas être affilié à la France et de ne pas être affilié à l'Espagne, au nom de quoi, avant le 1er siècle, si je ne me trompe pas, ils ont repoussé les Espagnols. Après, ils se sont convertis, le peuple basque en lui-même, hein, je parle, ils ont repoussé les Espagnols de leur terre, après ils ont repoussé la France, et après ils se sont convertis au christianisme, enfin, à l'époque de Constantin, ils se sont convertis au christianisme, etc. Puis ils ont recombattu pour garder ça. En fait, le combat basque, c'est un combat indépendantiste qui dure depuis voilà, un siècle avant Jésus-Christ. Et du coup, ce combat est réanimé aujourd'hui parce que c'est le combat du tourisme qui dérange. C'est parce que il y a des flux touristiques, parce que maintenant, pour aller de l'Espagne à la France, c'est tout simple, tu prends le péage, etc. Par contre, quand tu arrives à la première grosse ville d'Espagne, à la frontière, je sais plus comment elle s'appelle, Saint-Sébastien, je crois, quand tu arrives à cette première grosse ville-là, bah, tu as des pancartes partout qui disent vous n'êtes pas en Espagne, vous n'êtes pas en France, mais vous êtes bien sur le territoire basque, avec des mecs cagoulés, etc. Donc ça donne un petit peu l'image... comment c'est ETA, c'est ça? C'est l'ETA, je suis pas gouré, ouf. Ça va et ouais, t'as ce sentiment-là. Après, la revendication, elle est historique. Après, si tu prends autre chose, dans le cas de la Catalogne, c'est la langue. Il faut une uniformité de la langue. Alors là, on rejoint pro ou pro les définitions d'État-nation, quasiment. C'est voilà, l'histoire de spécificité de langage, de spécificité culturelle, d'histoire commune, etc. Là, c'est un petit peu difficile à défendre, puisque moi, c'est mon point de vue. Moi, je trouve que dans le cas basque, il y a une importance historique. Dans le cas de la Catalogne, je le trouve pas personnellement. On reviendra sur les caractéristiques de la nation en juste dernier point. Parce que du coup, je réfléchis aussi en même temps. Parce que là, Walid m'a posé des bonnes questions. Et même du coup, par rapport à ce que dit Marc, c'est en gros, ça serait un retour à une forme de féodalité, quoi. Finalement, c'est-à-dire des petits pouvoirs locaux et pas de pouvoir central. Justement, voilà, c'est ça. Et je réfléchis, je me dis, ouais, bah, ça a existé effectivement dans l'histoire, mais ça n'a pas été très porteur. La France féodale, c'est pas. Enfin, il a fallu attendre vraiment les Capétiens et tout pour que la France rayonne à nouveau sur l'Europe. Et il y a eu aussi même le cas allemand avec les Länders et tout, avant justement l'unification allemande avec Bismarck et tout, où pendant des siècles, l'Allemagne, elle est inexistante quasiment dans les rapports de force, avant en gros voilà, le nationalisme allemand. C'est du bazar un peu. Je veux dire, on voit que, ouais, voilà, il y a de la division, c'est pour ça que c'est vrai que je te rejoins, sur le plan intellectuel, c'est des bonnes questions. C'est ouais, pourquoi pas, s'ils sont bien ensemble quelque part. Ils sont contents de vivre ensemble. Oui, voilà, en gros, c'est ça. Mais on voit, l'histoire montre que c'est pas bon. Il a fallu attendre. Bon, tristement, l'Allemagne a repris de la puissance, mais bon, c'était pour que l'Europe soit. Enfin bon, il n'y a pas que l'Allemagne qui est responsable non plus. Mais finalement, on aurait préféré presque que l'Allemagne ne reprenne pas du poil de la bête. Mais l'Allemagne des Länders, c'est pas une Allemagne qui s'impose sur la scène politique, géopolitique. Donc toi, t'es plutôt du coup, je réfléchis et oui, je maintiens que il faut à un moment donné un échelon national. Voilà. Mauvaise idée, l'autonomie. Walid, clairement, j'aimerais bien avoir. Bah écoute, moi je pense. Après, ça peut être au cas par cas, je ne sais pas. Hein. Non, mais écoute, de toute façon, on arrivait à une époque où je crois que les conflits de décolonisation, de toute façon, il y en a de moins en moins et on sera amené à en avoir de moins en moins. Et puis après, je sais pas si un jour, dans certains pays, il y a certains conflits dont on ne parle pas beaucoup. Hein. Je parlais du Sahara. Il y a des choses, il y a les Tamouls. Exactement, oui, en Afrique, il y en a partout, en Ogaden, etc. Il y en a quand même énormément, donc on ne sait pas vers quoi l'histoire nous mènera, mais c'est sûr que aujourd'hui, il faut dissocier le débat qu'on a entre nous, la nation française et de manière européenne, avec les autres conflits qu'on trouve en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, même si en Amérique du Sud, c'est l'ethnie. Hein. Ouais. Avec Marc, voilà, ton point de vue, peut-être approfondir légèrement sur l'Afrique. Sur l'Afrique, de toute façon, les principales indépendances. Déjà,
Après, je continuerai sur la Catalogne. J'ai un truc à dire juste sur la Catalogne, juste pour dire que je suis d'accord avec Maxime quand il disait justement qu'il faut un pouvoir étatique, parce que la Catalogne aussi, il revendique la langue, mais aussi, il ne faut pas oublier que c'est le centre économique de l'Espagne, enfin un des centres économiques de l'Espagne. Donc derrière ça, il y a aussi quand même un enjeu de Oui, non-partage. c'est pas désintéressé. C'est pas C'est pas désintéressé. du tout désintéressé. Dans le cas de l'Afrique, de toute façon, là, c'est encore une spécificité particulière, parce que si on a créé des États en 94 après l'apartheid, si on a créé des États fédéraux en Afrique du Sud, c'est bien parce que au départ, parce que la division sociale et socio-ethnique s'est substituée à la division de l'apartheid, qui en fait est peu ou prou la même. D'un côté, vous aviez les Afrikaners, les Bantoustans, les blancs où les noirs n'étaient pas les citoyens. Après, vous aviez les Zoulous, les Xhosa, les Zoulous et les Soto. Et donc ces divisions-là et ces indépendances-là sont faites parce que ça revient à un combat géopolitique bien plus ancien qui est la question des frontières, où vous mettez ensemble des gens qui n'ont rien à voir. Et le combat, là, en Afrique, est un combat justement ethnique, linguistique, puisque les langues sont bien différentes. Je ne parle pas de la langue maghrébine, que je connais un peu, moi je suis plus subsaharien, je connais un peu plus. C'est un combat, là, pour le coup, qui rejoint un petit peu l'uniformité culturelle, linguistique, etc., parce que l'histoire a montré que les ethnies africaines ne s'entendent pas du tout entre elles. Ou alors il y a des coalitions politiques, hein, là c'est un petit peu le jeu des lobbies qui a fait que Jacob Zuma a été élu par exemple à la tête de l'ANC, à la tête de l'Afrique du Sud par exemple, au Mali c'est pareil. Mais au final on voit très bien que en Afrique, même s'il n'existe pas d'indépendantistes et d'États indépendants comme le cœur de Krajina, c'était à l'époque de la Yougoslavie, le cœur croate, je crois, c'est ça, en Yougoslavie qui a été créé. Il n'y en a pas officiellement reconnu. Il n'y a pas une république sur une république. Mais en Afrique, il y a des régions collées, par une limite symbolique, ethnique. Par exemple, ce qu'il faut pas là, on parle du Mali en ce moment en disant au nord il y a les Touaregs. Ben non, au nord vous avez à l'ouest vous avez les Peuls, au sud, au nord vous avez les Touaregs et vous avez les Berbères à l'est au niveau du nord Mali, je crois, de l'Azawad, le désert, le Sahara, etc. Donc au final en Afrique, il y en a eu en Centrafrique des mouvements indépendantistes. Il y en a en Ogaden, le mouvement indépendantiste pour l'Ogaden est un mouvement très important. Le mouvement indépendantiste Touareg existe bel et bien, même s'il a été repris par les islamistes, enfin par le AQMI au Maghreb islamiste. En Afrique, Al-Qaïda au Maghreb, c'est toi, je fais des conneries. Et ensuite, bon, c'est pour continuer, mais c'est juste que de toute façon, en Afrique, là, pour le coup, c'est pas une revendication d'ordre politique économique, ça n'a rien à voir. Il y a des gros pôles, le Golfe de Guinée, l'Afrique du Sud, etc. Mais ça n'a rien à voir. Et de toute façon, des régions ont été créées, la CEDEAO, voilà, le Golfe de Guinée pour les pays alentours de Côte d'Ivoire par exemple, là c'en est qu'un. Mais en tout cas, voilà, en Afrique, ça c'est de la régionalisation économique. C'est de la régionalisation économique. C'est bien pour ça que je te dis juste que dans le cas des mouvements indépendantistes et pour les nations pour qu'elles soient mieux créées, c'est des combats ethniques qui sont créés et qui existent bien. Et là sur le coup, c'est parce qu'ils savent très bien que ces gens-là. Et d'ailleurs, les Africains disent que les races existent. Hein. Dans certains cas, les Tutsis disent que c'est une race. Les Tutsis nous disent qu'ils sont une race à part comparée aux Africains du Nord. Les Sotos sont différents des autres. Ils n'ont pas encore eu la démocratie, les droits de l'homme. Mais si, justement, parce que. Oui, mais si, justement, ça fonctionne pas. La version d'importation aussi, c'est pour ça. Ça soit clair. En tout cas, bref, pour être je plaisante. Tous les mouvements indépendantistes africains, voilà, c'est l'homogénéité culturelle parce qu'ils savent très bien que de toute façon, s'ils ne suivent pas le choix édicté par leurs ancêtres, par les morts d'avant, ils vont avoir un sort. C'est comme ça que ça se passe en Afrique. Hein. C'est pas de l'europocentrisme ou c'est pas de l'afro, je sais pas comment on appelle ça, de l'afrofutur, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Alors, ça marche bel et bien comme ça. Et pour le coup, c'est une autre forme d'indépendantisme et de nationalisme qui s'opère. Maxime, tu voulais finir apparemment. Ouais, j'ai encore un argument pour Walid. Du coup, sa question m'a... Et j'ai encore un autre argument du coup là-dessus, sur la défense de l'échelon national plutôt que régional. Donc voilà, pour finalement dire, ouais non, je m'oppose finalement à ces revendications indépendantistes. C'est aussi d'un point de vue de la... comment je pourrais dire ça, de l'autonomie alimentaire, industrielle et ce genre de choses. Tu vois, est-ce que aussi ces communautés qui veulent s'autogérer en gros, est-ce qu'elles ont les moyens de produire, d'un point de vue agricole,
d'assurer leur subsistance, leur autosubsistance, d'un point de vue industriel, etc., etc. Et d'ailleurs, sans doute d'autres choses que j'oublie, Non, mais et j'y penserai peut-être dans 3 Tu le minutes. disais toi-même, on peut très bien imaginer qu'il y ait plein de petits territoires Ouais. qui puissent communiquer les uns les Mais autres, parce que tu pas me forcément parlais fermés. d'une métropole et la métropolisation, je suis pas sûr que ce soit forcément un progrès d'un point de vue de l'indépendance, parce que ok, on s'insère dans une économie dématérialisée, le tourisme, etc. Mais est-ce qu'on est indépendant? Moi, c'est ma conception de l'indépendance, c'est déjà savoir se nourrir, savoir se protéger, savoir produire des biens de première nécessité. Bon, d'abord, ensuite, on n'est pas obligé de vivre non plus à l'âge de pierre et de trucs. Si on peut développer de la technologie, etc. Mais là, on n'est plus dans de la survie, on est dans du confort, du bien-être et de la civilisation finalement. Mais est-ce que je suis pas convaincu que ces mouvements indépendantistes soient ensuite capables de s'autogérer et que, du coup, la conséquence, c'est qu'ils vont prêter le flanc à toute la prédation. Le FMI, alors bon, alors on se sépare du giron national, tant pis, on va payer, je sais pas, des douanes ou enfin des trucs pour importer des produits. C'est pas grave, on va emprunter au FMI. Je suis pas sûr que ce soit la voie de l'indépendance, voilà. Mais chaque pays fera ce qu'il l'entend. Alors moi, j'ai pas dit que j'étais favorable à ça. Non, non, Ce mais sont des questions que j'ai soulevées, hein. c'est un autre Ce sont des argument questions que j'ai que soulevées, j'ai tout pas pensé simplement. spontanément, mais du coup, voilà, c'est un autre argument, c'est d'un point de vue de l'autonomie, ils Plus- veulent être indépendants, mais l'indépendance, c'est qu'au contraire, ils vont pas se rendre encore plus dépendants en étant indépendants. Enfin, tu vois, Donc toi, tu penses que plus on descend en taille, en termes de taille, plus on est bah, dépendant. il faut quand même un minimum de surface à un moment donné pour produire. C'est-à-dire l'agriculture, malgré les progrès de la productivité, il faut quand même une certaine surface. Et puis, bah, si cette surface-là, elle est pas habitable, du coup, Oui, mais tout dépend du euh, nombre de personnes qu'il y a dans la Terre. voilà. Oui, mais c'est encore un élément à prendre en compte, si tu veux, dans Après, le c'est au débat. niveau de la densité. Voilà. Walid, une réaction par rapport à cela avant de clore ce débat? Oui, bah écoute, je pense qu'on a balayé un peu tous les sujets. Alors peut-être on n'a pas assez parlé, à mon sens, d'immigration, puisqu'aujourd'hui on pointe l'immigration comme quelque chose qui pourrait potentiellement être une attaque envers la nation, qui pourrait la dénaturer. Enfin, il y a tout un tas de C'est tout la question de discours. l'homogénéité culturelle ou non. Oui, et puis on a pointé le rôle voilà, de la colonisation dans cette immigration, mais moi j'aimerais quand même citer, ça m'en venait, mais je pense à des pays par exemple comme la Suède ou la Suisse qui n'ont jamais colonisé quelques pays que ce soit et qui accueillent pourtant en termes de proportion une part beaucoup plus grande d'immigrés que la France par exemple, hein. La Suède c'est un pays, je crois, alors il me semble, hein, je peux me tromper, il me semble que c'est 8 millions d'habitants tout au plus. Il y a 3 millions de personnes qui sont directement liées de populations étrangères, c'est-à-dire soit elles-mêmes, soit leurs parents ou leurs grands-parents, ce qui est quand même considérable. Et on n'a pas des proportions comme ça en France. C'est comme si aujourd'hui en France, on vous disait que 35 millions de personnes avaient Un peu des moins deux quand même, grands-parents. 25. on dirait. Bah, 3 millions sur 8, c'est presque 40%, c'est considérable. C'est un ordre d'idée hein, pour vous dire ça. Donc finalement, voilà, chacun met le curseur là où il le sent et c'est clair que ça reste quelque chose d'épineux. Maxime, Ouais, pour je veux conclure, bien, je veux bien essayer de répondre, enfin, du coup, peut-être un peu partiellement, mais enfin, sur Bah, sur la question rapidement, de s'il te plaît. l'immigration. Ouais, c'est que moi, je vois effectivement l'immigration comme représentant potentiellement une menace, effectivement, pour une nation. Pas, enfin, je veux dire, tout dépend de l'immigration dont on parle, mais je crois que l'immigration telle que enfin, ce qui s'est passé en France, je crois que ça a été effectivement une menace et la menace, on la prend de plein Est-ce fouet qu'on a aujourd'hui. des précédents historiques de pays voilà, qui ont été, où il y a une immigration? Alors je parle bien d'immigration, pas d'envahissement. Il y a une différence sociologique entre, Ouais, non, mais je conçois. qui est très grande, enfin qui est claire. Après, on peut dire, certains peuvent dire aussi que c'est une guerre. On entend des discours comme Ouais. ça, hein, de dire que voilà, c'est Oui, une forme des de guerre, que voilà, ils nous attaquent avec les ventres de leurs femmes. On entend ces discours-là aussi, hein. Mais il n'y a pas de précédent historique aujourd'hui où un pays s'est retourné à travers une immigration. C'est pour le moment navré de le dire, hein, mais c'est un fantasme pur. Il n'y a pas d'exemple dans l'histoire de l'humanité, aussi loin qu'on puisse écrire, depuis le temps qu'on écrit, où on a eu un précédent où effectivement les immigrés dénaturaient ou attaqueraient un pays. Ça le fait changer, il y a une modification après avoir Oui, voilà, c'est ça, mais ça peut Maxime, ça va pour conclure, forcément s'il te plaît. modifier L'organisation. la démographie déjà d'un pays, et ça peut donc altérer, si tu veux, une certaine cohésion.
ça peut avoir des effets bénéfiques, comme ça a été. Puis de toute façon, je veux dire, l'histoire de la France, c'est une histoire d'immigration, de toute évidemment. façon, Oui, oui, tout à fait. si on remonte, alors après, c'est un peu viking, un peu visigoth, un peu gaulois, romain. Enfin, Romain. voilà, il y a un mélange. Donc c'est sûr. Sarrasin. Mais je veux dire, on a des exemples, oui, Sarrasin, et on a des exemples je dirais, alors c'est pas de l'immigration, là on est plutôt dans l'envahissement, mais même qui ont porté ses fruits. Je veux dire, l'époque gallo-romaine, c'était une époque qui était tout à fait, enfin je veux dire, prospère, la Pax Romana, machin, enfin je veux dire, on a connu des époques de bien-être, je pense, alors que c'était le fruit d'une invasion. Donc c'est pas l'idée d'avoir peur de l'autre systématiquement, ou ce qu'on appelle la xénophobie, mais quand on fait venir beaucoup d'étrangers, c'est en grande quantité, qui n'ont pas forcément la même culture. Et qui les fait venir? Eh ben oui, c'est ce que je dis. Laisse-le finir. Pour moi, c'était l'intérêt du grand patronat. Et là, on faut écouter les discours de Francis Bouygues, où on a des images, où il est très content de recevoir cette main-d'œuvre bon marché. Et je suis pas sûr que ce soit pour combler, si tu veux, les déficits qu'il y avait en France. Si. Parce que quand on est. Alors oui, à la période de la Trente Glorieuses, d'accord, mais dans les années 70-80, on est dans une période au contraire de récession en France. Et au contraire, on a continué, et on continue d'ailleurs encore aujourd'hui. Et là, on crée ce qu'on appelle du dumping social. C'est-à-dire que on fait venir des gens qui sont prêts à travailler pour beaucoup moins cher que la population locale, et donc ça fait revoir, c'est-à-dire que ça met en concurrence les salariés sur le territoire national. On le voit même avec des Polonais, on le voit avec l'Union européenne, avec Schengen. Là aussi, on a une menace qui pèse sur directement le pouvoir d'achat, en réalité, et donc la qualité de vie des populations. Et donc oui, ça peut générer des tensions. Alors, le mec de base, il n'aura pas forcément l'intelligence de se dire bon, je vais pas lui en vouloir à lui, parce que lui aussi, quelque part, c'est une victime, mais il va et c'est ça qu'on cherche à faire, c'est voilà l'autochtone contre l'immigré, quoi. C'est ça qu'on cherche à faire. Mais pour moi, je vois un peu, je me trompe peut-être de vision, mais un pays comme une sorte d'entreprise, une entreprise qui développe son chiffre d'affaires, qui a de nouveaux secteurs, bon voilà, elle a besoin de main d'œuvre, elle a besoin d'embaucher. Et bah, très bien. Qu'on fasse venir et qu'on fasse des critères. Enfin voilà, je veux dire, qu'on cherche un certain profil. C'est comme une entreprise, pour moi, ça fonctionne un peu comme ça. Donc, le jour où l'entreprise, l'entreprise, elle fait, au contraire, elle essuie beaucoup de, enfin, je sais pas, elle perd des clients, elle doit fermer des entreprises, etc. C'est suicidaire pour une entreprise d'embaucher. J'anticipe peut-être sur des arguments qu'on va me donner, parce qu'on me les a déjà donnés dans les milieux universitaires, mais c'est encore des raisonnements intellectuels qui se défendent. C'est oui, mais l'immigré, quand il vient, il participe à l'économie, au dynamisme économique. Et on m'avait parlé d'ailleurs de l'agriculture en disant bah oui, quand il vient, il faut le nourrir, donc il faut produire plus, donc il y a plus de croissance. Et du coup, ouais, sur le moment, j'ai dit d'accord, je vais réfléchir à ça. Et je me dis, mais bah, si c'était le cas, alors la France devrait avoir un PIB immense. Enfin, Non, mais parce que proportionnellement à l'immigration. Tu majores l'effet de l'immigration, tu lui donnes un rôle considérable, alors qu'elle a toujours été constant en France. Elle a toujours été. Non, pas dans de telles mais si proportions. on va pas faire Non, un débat de- qu'à deux, peut-être que Marc a son mot à dire Non, mais je aussi. veux dire là sur. Et puis on doit conclure cette émission, s'il vous plaît. C'est pas constant, non. Marc. Ah, c'est à moi? Ah, d'accord, oui, mais si tu veux continuer, Maxime, vas-y. Hein, Non, je ne voilà, t'empêche Ils pas. sont Enfin, déchaînés. je veux dire, là pour le coup, on peut pas être d'accord. C'est pas constant. L'immigration, C'est une constante, c'est vrai de te le dire. Oui, l'immigration est une est une constante, Pas constante. tous à la en fois. mais pas dans et de telles le monde. proportions. Ça, c'est proportions. d'un point de vue. Non, mais l'immigration, statistique, maintenant. c'est Alors pas- Marc, quand tout le on monde n'a pas de parle, chiffres, tu on t'y n'a mets pas de aussi. Bah oui, non, mais parce que je suis Ah, pas on a quand d'accord. même des éléments. Enfin là, c'est. Alors, Bon, c'est- c'est d'essayer la réalité là pour le coup. Non, mais l'immigration maintenant, enfin, je sais pas si je me On trompe. va pas non plus relancer une Non, nouvelle émission mais sur c'est pour l'immigration. conclure justement. Juste voilà pour conclure. Pour conclure. s'il vous plaît. Déjà, l'immigration maintenant, c'est plus forcément par période, c'est plus périodique. C'est sur la longue durée, depuis 1974, depuis le droit du sol, ou enfin la politique menée par Giscard, c'est plus saisonnier. Donc évidemment que ça a changé déjà d'enjeu. Déjà d'une. Après que ça rapporte de l'argent, ça a été prouvé, on est d'accord. Après, ça ne porte pas la croissance qu'on doit, mais c'est peut-être aussi c'est peut-être aussi le fait des crédits, etc. Donc que les mécanismes, l'uniformité économique qui fait qu'aussi que même si on a des gens qui permettent une croissance, finalement le mécanisme d'endettement dans lequel on est ne permet pas de résoudre ces problèmes-là. Et puis sur le cas de l'immigration, de toute façon, c'est pas une menace en soi. Le risque, c'est pas non plus les politiques, c'est la vision des gens. C'est-à-dire que des gens les immigrés vont arriver, ils travaillent, en plus il faut arrêter. Je veux dire, il y a des Français qui ne souhaitent plus maintenant
faire du travail. Je dis pas que Ça, tous les c'est ouvriers, prouvé. je dis pas que les ouvriers sont. Ça, c'est du bon sens. Ça, c'est Je dis évident. pas que les ouvriers, évidemment, sont tous des immigrés, mais je veux dire beaucoup. J'en avais déjà parlé sociologiquement, c'est prouvé. Beaucoup travaillent dans le bâtiment. Évidemment, c'est pas. C'est pour entrer dans le Travail pays. non qualifié. Voilà, travail non Moi, qualifié. j'invite Maxime à aller Euh, sur les chantiers, ça, c'est les ça, gens voilà. qui construisent. Non, mais attends, juste, je termine parce que. Je vais faire un sapé de charpente l'année prochaine. Mais Euh, tu On verras va si pas, tu on va veux pas passer- le lancer dans Et, les biographies. non mais en tout cas, ça c'est un premier point. C'est vrai que sur ce côté-là, Oui, on peut pas. on a fait jouer les salaires à la baisse, donc forcément, enfin, c'est. Mais ce qui est Non, peut-être même plus pas. ce qui dérange Messieurs, peut-être plus messieurs, les gens, messieurs. c'est la transformation Messieurs. des territoires amenée par l'immigration. C'est la création d'institutions religieuses dont les gens ne se reconnaissent pas dedans depuis qu'ils sont en France, depuis le changement des années 50 aux années 2010. C'est le changement de consommation, de mode de production qui influencé par l'immigration, rend l'idée nationaliste de l'idée du 19e, qui fait que on n'accepte pas qu'il y ait des changements en France, la France aux Français, c'est ça maintenant. Et c'est ça en fait, l'enjeu immigratoire dans le nationalisme est important, puisque c'est ça qui amène soit les gens à définir le problème du nationalisme, le problème de la revendication nationaliste comme un problème d'identification et d'identité nationale et de représentativité culturelle, linguistique, etc. Ou les autres vont nous dire, non, ce qui crée le problème, c'est justement pas eux, c'est bien le problème économique, comme disait Maxime, d'une petite élite sur le peuple qui suit comme des moutons, etc. Et c'est ça les deux différences. Et c'est pour ça qu'il y a encore deux nationalismes aujourd'hui. Un nationalisme qui se bat contre l'économie et un autre qui pense l'immigration, non pas comme le déroulé de l'européanisation, mais comme bien le fond du problème du manque d'identité. C'est une des facettes du mondialisme. C'est une des facettes, du c'est ça mondialisme, le problème en soi. Et le nationalisme aujourd'hui, c'est vraiment justement pour ça qu'il n'est plus forcément de gauche ni de droite. Voilà, ce sera le mot de la fin pour ce débat. Merci messieurs. Peut-être un mot pour les vacances, souhaitez à nos auditeurs le meilleur, non ? Ouais. Lisez beaucoup. En plus, là, on leur a donné plein de bouquins pendant cette saison, Voilà. déjà d'une. Et donc, puis voilà, puis si vous avez. Et puis ça serait bien aussi que vous nous donniez des idées de sujets. Vous savez qu'on parle d'un truc, on se renseigne, on travaille là-dessus, etc. Parce que on devait faire un débat sur Internet aussi. Là. ouais, Voilà, on a des idées. Il y a une nouvelle saison qui va. Ouais, puis peut-être Hugo va faire culture et métier. Je rigole. Pas de biographie. Pas de biographie, pardon. Non, mais voilà, lisez, informez-vous et puis diversifiez vos sources, surtout. C'est important. Voilà, donc n'hésitez pas à nous proposer vos différents sujets et puis posez vos questions. On est Et puis encore disponible. coupez-vous un peu de toute cette actualité, de ce marasme, peignez, lisez, faites du sport, faites quelque chose. Quoi. Du repassage. Coupez-vous un peu, moi. Ça fait du bien. hein. Ça fait du bien. C'est les vacances. c'est fait Apprenez pour à faire votre potager, tiens, voilà. Apprenez à faire votre C'est potager, pas- des Ah, tiens, réparations. Maxime, je me suis mis. Potager, je m'y mets là. Et je puis m'y toi, mets. sur le Mais coup des chantiers, messieurs, j'y pas vais. de- Je loupe pas un chantier justement pour essayer de. Faut essayer de développer ses compétences, voilà, pour pouvoir réparer son chez-soi sans avoir à chaque fois appelé à l'aide. C'est ça aussi l'autonomie. On peut le demander pour le pays, mais on peut le faire aussi à sa propre échelle. Voilà, Et puis- on voudrait quand même remercier Hugo d'avoir animé ces émissions avec tout son enthousiasme, sa rapidité d'élocution magnifique, sa voix à nul autre pareil, à nulle autre identification. On va Hugo, loin dans les flatteries. Il est tout On rouge. t'aime, Il, Hugo. il rougit. Hugo, Il rougit on de t'aime. plaisir. Voilà, Heureusement qu'il n'y a je pas la jouis de caméra. plaisir, tu devrais dire. Oh là là, pas trop de Moi, je choses. remercierai tous les participants à cette émission, les plus fidèles qui sont là, Nicolas aussi, et puis ceux qui ont été là ponctuellement. On remercie notamment Romain et Fabien qui ont participé, les filles de Have a Break qui sont venues débattre, et puis tant d'autres qui sont venus ou qui ont dit qu'ils venaient et qu'ils ne sont pas venus. Voilà. Tous ceux qui ont participé de Un près ou petit de loin. missile scud pour terminer l'émission. Merci Hugo. Tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette émission, d'un point de vue intellectuel ou technique en tout cas. Merci beaucoup et puis n'hésitez pas à rester connecté sur Twitter, À chaque fois 10 minutes pour faire Facebook pour rester connecté avec vous. Et bonnes vacances Bonnes vacances, et bisous.